Mais quand on va regarder, par exemple, si jamais les Sénateurs devaient faire les séries éliminatoires, on va regarder la saison et on va dire si Murray n'était pas là, oublie ça, les séries, on n'était même pas proche. Là. Je pense que ça va être ça le constat du côté des Sénateurs, de dire il a un peu sauvé notre saison. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve en compagnie de JP Fortin et d'un ami de la Brigade encore cette semaine. Donc, vous voyez, ça commence encore un peu comme la semaine passée. Ce n'est pas Mulletman, c'est bel et bien le journaliste au quotidien Le Droit, Zachary Mercier. Et peut-être qu'on pourra parler de sa coupe de cheveux après, voir s'il il pense un jour adopter le mullet. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonjour. Salut. Un peu de poutine interne. Avant de commencer, on veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, Blue Sky au La Brigade Pod et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début et vous pouvez même utiliser ce site-là pour nous contacter. On a un petit onglet contact. On a maintenant un onglet recherche aussi si vous cherchez un invité, savoir, hey, ont-ils déjà eu Pierre Dorion? Ben oui, on a déjà eu Pierre Dorion. Donc, tapez Pierre Dorion, vous allez pogner l'entrevue. Pierre Dorion qui est à RDS cette semaine. J'ai été surpris. Donc, de BPM à RDS. Je le croise souvent sur la galerie de presse à Ottawa. Oui, il est encore impliqué, le monsieur. Entrons dans le vif du sujet avec notre question de la semaine. Film d'horreur cette semaine. Tout allait bien, tout allait comme sur des roulettes. On avait notre ligne de centre, la fameuse ligne de centre que je m'époumonne à dire que c'est la base d'une équipe de hockey, c'est une bonne ligne de centre. Les Sénateurs historiquement, dans les dernières années, avaient une bonne ligne de centre, mais avaient une jeune ligne de centre, mais surtout une ligne de centre blessée. On va commencer un nouveau jeu. On va mettre une cloche à toutes les fois que je dis ligne de centre. Donc, on se demandait, avec la blessure de Josh Norris et de Pinto, qu'on a vu quitter la patinoire hier. Pour l'instant, on n'a pas eu de rappel. On n'a pas entendu plus d'informations. Zachary, tu sauras nous le dire. Est-ce que Steve Staios devrait peut-être bouger, que ce soit maintenant, que ce soit avant la date limite des transactions, pour aller chercher du renfort parce que la profondeur commence à se faire un peu limite dans le cas des Sénateurs au centre? Les boys, qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoute, je crois que ça va être tôt ou tard. Steve Staios n'aura pas le choix de bouger. Que ce soit pour peut-être une profondeur à la défensive ou de la profondeur à l'attaque, essayer d'aller chercher un joueur de centre. Je pense que c'est une question de temps. Je pense que dans son plan à lui, c'était potentiellement d'essayer de survivre jusqu'à la pause de la confrontation des 4 nations. Oui, c'est ça. Puis là, on va voir justement, il reste seulement un match là, demain à Tampa Bay. Donc après ça, on verra peut-être avec la pause, voir l'étendue des dégâts dans le cas de Pinto et de Norris, voir si ces 2 semaines de congé-là, ou à peu près 2 semaines, là, pourront leur faire du bien et évaluer, savoir est-ce qu'on parle de plusieurs semaines, est-ce qu'on parle de retour à court terme. Je pense que ça va déterminer pas mal de choses. Là, parce que Norris, c'est plusieurs semaines. Norris, c'est plusieurs semaines, c'est sûr. Il est considéré semaine par semaine. Mais est-ce que semaine par semaine, c'est retour d'ici la fin février ou c'est retour d'ici la fin mars? Parce qu'ils ne l'ont pas mis sur la liste des blessés à long terme. Hein? Ils peuvent le faire rétroactivement là, pendant la pause ou quoi que ce soit. Là, mais parce que s'ils le font, c'est quoi? C'est 10 matchs, 21 jours. Faut qu'ils accumulent les deux. Exactement. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer au niveau à l'interne, de voir l'étendue des dégâts, l'étendue de la blessure, parce que ça va dicter les prochains mouvements, mais je peux pas croire que Steve Staios, avec l'équipe qu'il a présentement, dans la position que l'équipe est, même si la course est extrêmement serrée, je crois pas qu'on peut pas se permettre de dire c'est statu quo, on touche à aucun actif. Je pense que les Sénateurs n'ont jamais été aussi près de participer aux séries, d'aller faire les mouvements. On voit déjà des équipes qui commencent à faire des acquisitions. On a vu les Stars de Dallas qui n'ont pas hésité à aller chercher CC et Granlund à San Jose. Donc, je pense que ça va débouler assez rapidement. Puis la tendance, c'est dans les dernières années que les équipes n'attendent plus à la date limite. On va décider de faire les mouvements plus tôt. Peut-être que ça va nous coûter un petit peu plus cher à certains endroits, mais on s'assure d'avoir les services des joueurs pour peut-être, même là on parle d'une dizaine de matchs là, pour les plus longtemps avec les Stars. Exactement. Donc, quand on identifie un besoin, l'opportunité est là, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut y voir ce que Steve Staios va faire, mais je pense qu'il se prépare là, présentement à aller faire quelques acquisitions parce que je vois aucun monde où est-ce que les Sénateurs peuvent aller en séries éliminatoires ou à tout de moins aspirer à y aller en continuant à se battre avec autant de blessés puis avec une profondeur qui est assez limitée. Ouais. Quand on a des blessures, on a bien beau avoir des joueurs dans les mineurs, mais
on peut pas remplacer, là, on n'a pas des espoirs de qualité qu'on peut se permettre d'être rappelé pour remplacer certains gros éléments. Donc, je pense que on va avoir une belle notification dans pas trop long là, qui va nous annoncer une transaction. Breaking donc, news. Ah oui, hein? Un scoop. Il reste samedi aussi contre la Floride. Donc, il reste 2 matchs Tampa, Floride. Puis après ça, ça va au 22 contre le Canadien, où je vais être en personne. Moi aussi, je vais être là. Yes. Tu vas être en haut? Oui, exactement. Je vais vous faire des petits saluts. C'est bon. Fortin, qu'est-ce que t'en penses? Ben, dans mon cas, je vais suivre un peu ce que Zachary a dit. Je pense que c'est un... Stéo n'a pas le choix de bouger d'ici la trade deadline pour améliorer l'équipe, considérant dans la position qu'on est au classement. On veut toutes que les Sens fassent les séries. Autant les journalistes, les fans, l'équipe de direction, les joueurs. On pousse tout, on veut tout qu'on fasse les séries. Donc, je pense que cette équipe a besoin d'aide aussi. Je pense pas que ça va être un coup d'éclat. Je pense que ça va être un joueur de profondeur. Ouais, exactement. Je pense pas qu'il va y avoir une transaction d'ici le congé des 4 nations. Je pense qu'on va rester avec l'équipe actuelle. Est-ce que... Parce que, tu sais, c'est difficile de le Qu'est-ce que tu donnes, là? Qu'est-ce que tu donnes? C'est toujours ça, là. Qu'est-ce que tu donnes? Mais c'est quand même assez ironique de croire que cette équipe-là n'est pas capable d'enfiler 3-4 matchs consécutifs avec ses 3 joueurs de centre réguliers. Il arrive tout le temps quelque chose, puis on repose tout le temps la même question. Bon, Pinto est blessé. Bon, Josh Norris est blessé. On devrait-tu aller chercher quelqu'un pour aller pallier? Là, on réussit à tempérer dans le temps ce processus-là, mais là, on arrive à croiser des chemins que si ça continue de même, ça va prendre de l'aide. Là. 100%. Parce que si on prend les 3 ensemble, quand ces 3 joueurs-là, maintenant, ils ont une saison de 82 matchs, là, les 3 joués ensemble sur le total des saisons que c'était possible de les faire jouer ensemble. Fait que l'équivalent de 2 saisons, ils ont joué à peu près une saison ensemble. C'est 48 victoires, 28 défaites, 6 défaites en prolongation, 102 points. Il aurait été 5e dans l'Est l'année passée. Tu sais, grosso modo, quand les 3 sont ensemble, quand Shane Pinto a un point, c'est genre 21 victoires de 2 défaites. C'est comme... C'est ce que j'allais dire. Cette statistique-là est assez spéciale qu'à chaque fois qu'il ramasse au moins un point, les Sénateurs, c'est pratiquement une victoire garantie. Puis quand il marque le premier but, c'est quasiment une victoire garantie. Donc, si Shane Pinto marque le premier but, je veux dire, c'est réglé. Là, vous pouvez vous en aller chez vous. Là, la game est réglée. Moi, ce que j'ai peur, Steve Stéos, que j'appelle Steve Stoic, il est patient. Puis je pense que son plan, c'était vraiment de ne pas toucher à l'équipe. De base, là, c'était de dire, cette gang-là, on réussit cette année à aller contre toute attente par rapport au mois de novembre, parce que le mois de novembre a été difficile, tout le monde les avait déjà bisbaillés. Comme à chaque année. Les Sénateurs, comme à chaque année, voici, ça se répète. Non, ils ont réussi à se relever, puis ils ont réussi aujourd'hui, peut-être plus 3e dans l'Est, mais en tout cas, ils étaient 3e dans l'Est à 2 points des Maple Leafs. Personne n'aurait cru ça. Puis je pense qu'ils ne voulaient pas aller toucher à ça, puis ils ne voulaient pas jouer à ça, puis ils voulaient dire, montrez-moi ce que vous avez, les boys, vous êtes l'équipe. Le nom de Norris sortait comme une possibilité d'échange. Norris s'est mis à produire comme, tu sais, là, je ne sais pas s'il s'est senti comme, non, moi je veux rester ici, j'aime ça ici. Vous allez voir ce que je peux apporter à l'équipe. Là, il est confronté aux blessures. Fait, mais c'est un cartésien, c'est un patient, c'est un gars qui... C'est pas un gars d'émotion. Fait que, écoute, peut-être qu'il va me surprendre, peut-être qu'il va trouver... Tu sais, des fois, on a des surprises. On a eu des surprises quand Merlanen est arrivé. On ne s'attendait pas à ça pantoute. On se disait, il faut aller chercher un autre gardien. On n'a plus un gardien qui est bon. Forsberg est revenu. Fait qu'avec toute cette expérience-là, je pense qu'il va se dire, au moins, d'après moi, il ne fera pas grand-chose avant la date limite des transactions, ce qui va être acculé au pied du mur. J'ai failli faire un péronisme, accumulé au pied du murmure, comme il disait très bien. Moi, c'est ce qui me fait peur. Je demande à être confondu, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on donne? Puis, qui pourrait venir là, remplacer? Qui pourrait venir causer une surprise? Là? Parce que, tu sais, à Belleville, les joueurs actuels qui sont au top d'un rappel sont déjà actuellement dans l'équipe. Ben, tu sais, le meilleur buteur, là, si tu parles buteur, puis c'est nécessairement ça qu'on a besoin, c'est Bon Giovanni, qui est quand même tout feu tout flamme avec 16 buts, c'est Crookshank, Halliday, tu sais, c'est des 16, 11 buts. Tu sais, Halliday, c'est probablement lui qui fonctionne le plus en ce moment au centre, là, 31 points, là, c'est très raisonnable là, en 37 matchs, donc il marche
autour d'un point par match là-bas. Il peut-tu arriver puis causer une surprise, mais on parle d'un gars de 21 ans. On le sait, c'est long. On l'a vu avec Stutzla, Norris, Pinto, Greg, il est pas là encore. Il dit, ça va venir. C'est long là, à prendre la job de centre, comme c'est long à prendre la job de défenseur défensif de la Ligue nationale. Je pense pas qu'il y a de solution à Belleville présentement. Holiday, il m'avait beaucoup impressionné au camp d'entraînement. Ouais. Avait fait très bonne impression, directement sorti des collèges américains l'année dernière avec Belleville. Fait toute une performance en séries éliminatoires, mais je pense pas que la solution est là. Surtout pas, ça peut passer pour une équipe qui se battaient pas pour une place en série ou qui cherche une façon un peu de continuer à progresser. Mais pour une équipe qui aspire aux séries éliminatoires, je pense pas que c'est la solution là, présentement. On se doit d'aller chercher un peu plus d'expérience. Puis quand on parle de qu'est-ce qu'on va donner, est-ce qu'on a des espoirs à tout casser à donner? Non. Mais ça va passer par les choix de repêchage. On n'aura pas le choix de donner des choix de repêchage. Puis on va avoir une décision à prendre aussi pour le fameux choix perdu de premier tour. Est-ce qu'on passe à lui de cette année ou l'an prochain? Bref, il va y avoir des décisions à prendre, mais je pense que ça va passer par là. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'utiliser des choix de repêchage pour aller chercher des actifs parce que des joueurs de qualité ou des espoirs qu'on peut donner, on n'en a plus vraiment. La banque d'espoir est pas mal à sec déjà. Les joueurs sont déjà, comme JP l'a mentionné, sont déjà avec l'équipe. Donc, je pense que ça va passer par une transaction au niveau de choix de repêchage. Un peu à la Granlund, CC. Est-ce qu'on va devoir donner un choix de première ronde, un choix de troisième ronde pour aller chercher justement un joueur de centre et un défenseur? Ce serait le scénario potentiellement idéal, là, ce genre de transaction-là, parce que c'est deux besoins. À la défensive, on a besoin d'avoir de la profondeur parce que présentement, Amonique ne connaît pas ses meilleurs moments présentement avec les Sénateurs. On a une troisième paire qui est peut-être un peu déficiente présentement, qui joue pas nécessairement du mauvais hockey. Là, quand c'est Palo qui est dans Martin Palo, Cleven, j'aurais jamais touché à ça. Moi non plus. Je disais pas toucher à ça, mais c'est que s'il y en a un des deux qui tombe au combat, le prochain c'est Amonique, et s'il y en a un autre qui tombe au combat, t'as plus personne pratiquement. Ça se donne à des Sobrango, à des Guenette, à différents joueurs qui rappellent. Mais pour une équipe qui veut aspirer faire les séries éliminatoires et peut-être aspirer faire un bout de chemin, je pense que ça prend un autre joueur qui vient s'inclure dans ce mix-là pour police d'assurance. Parce qu'on le sait, la saison est longue. Le calendrier a été très condensé en raison de la confrontation des 4 nations. Beaucoup de matchs en peu de temps. On les voit, les joueurs tomber au combat. Donc, je pense que ça va prendre de la profondeur. Toutes les équipes vont s'armer jusqu'aux dents. Puis je pense que les sénateurs n'auront pas le choix d'effectuer une transaction. Mais, tu sais, est-ce qu'on est prêt à payer un choix de première ronde puis un choix de troisième ronde comme pour faire une transaction à la Granlund puis CC pour des joueurs de location qui ne seront sûrement pas là l'année prochaine? Moi, si tu le fais pas puis tu fais pas une série, ça va être quoi le constat? Non, je sais. Les partisans, les partisans vont dire quoi? Je sais. Ils vont dire on aurait dû le faire. T'sais, c'est un peu pris entre l'arbre et l'écorce où si tu fais pas la transaction, tu fais pas les séries, tu vas te faire critiquer. Oui. Mais si tu as fait puis tu fais pas les séries, tu vas vraiment te faire critiquer encore plus. Mais tout à fait je pense que la seule solution, faut que tu fasses. Mais faut que tu trouves une façon, il faut pas que tu te trompes. Oui, puis c'est une année tellement spéciale, tout le monde dans l'Atlantique et dans la course. Tu sais, c'est peut-être le Canadien qui s'est éloigné un peu, là, mais les dans l'autre division, à part ça, c'est comme aïe. Tu sais, c'est l'équipe qui va se mettre à perdre 3-4 matchs de suite, va se faire sortir de cette course-là. C'est une course qui est commencée très tôt. Là. Fait que ce que tout le monde va se battre. Tout le monde se bat, mais moi, ce que j'ai peur, c'est que au niveau mental, au niveau physique, t'as fait de même une course pendant 35 matchs. Ça va arriver en série. Si il y a série, on va arriver déjà... Cette pause-là peut pas arriver à un meilleur moment. Exact. C'est l'année parfaite pour avoir un break de quasiment 2 semaines, là, plutôt que juste l'espèce de match des étoiles. Là. On ne pouvait pas demander mieux. Puis les sénateurs n'ont pas trop de joueurs qui vont aller se brûler pendant ce temps-là. Il y a Brady, puis il y a Ullmark. Peut-être Sanderson, s'il y a des blessés. Là, il parlait de potentiellement Markstrom, sur la liste de rappel. Puis es-tu pas mal prêt à revenir? On pense-tu qu'Ullmark va vraiment gauler des games? Non, Markstrom a déjà été remplacé par Erson à Philadelphie. OK, fait que Ullmark a plus de chances de Gustafsson et Ullmark, assurément les deux premiers gardiens de cette équipe-là. Et qui va être le partant? Présentement, peut-être que Gustafsson a une longueur d'avance potentiellement, mais je pense que les deux vont voir de l'action. Ben correct, si Ullmark reste sur le banc. Mais je pense que le directeur général de l'équipe américaine, c'est Bill Guérin aussi. Fait que... Ouais, OK. Ça aide aussi d'avoir son propre gardien là, évidemment, mais je pense que les deux vont avoir de l'action. Puis si jamais, je pense qu'ils vont y aller avec le meilleur des deux. Ils vont y aller, puis celui qui réussit à les amener, réussit à aller chercher des victoires, ben écoute,
par la suite, c'est lui qui va avoir la pole pour le reste du tournoi. Puis c'est quand même un format à la ronde un peu, là, fait qu'ils vont quand même jouer différents matchs, fait qu'à voir comment ça va se dérouler à la Coupe des 4 Nations. JP Fortin, on a-tu eu des réponses un peu? Moi, je peux dire que sur Instagram, les gens sont, écoute, c'est 54-46, puis ça se promène d'un à l'autre, oui, non, un peu comme nous à soir. Là. Oui, en fait, un peu sous le même principe que Instagram, les gens sont mitigés à savoir si Staios doit faire une transaction. Sensation forte pense que tout dépend du prix payé. C'est notre invité de la semaine passée, ça. Oui, exact. Tout dépend du prix payé, mais oui, les Sens doivent bouger si Norris et Pinto sont blessés pendant plusieurs semaines. El Magnifico pense que c'est un peu trop tôt, doit attendre le congé du 4 Nations. Ouais. Matt Lamar, lui, suggère d'aller chercher un remplaçant à la Nick Cousin, donc un genre de Brandon Tanev. C'est vrai qu'il n'est plus là non plus, lui. Un joueur avec de la grit, puis un joueur typique, joueur de série éliminatoire. Ouais. Sensitive suggère d'aller chercher un vétéran à la Ryan O'Reilly. Va coûter cher. Coûte vraiment pas mal cher et un salaire qui vient avec aussi. Puis Uncle Shikadance suggère d'attendre aussi après le tournoi des 4 Nations. OK. Mais je pense que ça va être ça d'une façon ou d'une autre. Là. Ouais, il reste tellement pas de temps que là, tu joues 2 matchs, tu es en Floride. Je pense pas que c'est le temps de toute façon d'effectuer une transaction là. Prends ton temps. Ces 2 matchs-là, oui, sont importants, mais effectue pas un move sur un coup de tête de toute façon. C'est pas le genre de Stéon dont on a parlé tantôt. Exactement. Il est très patient, donc je pense que ça va attendre au retour. Mais il va y avoir beaucoup de réponses aussi qui vont, comme je dis, il y a des questions qui vont se répondre par eux-mêmes là, dans la nature des blessures. On a trouvé le joueur qu'on voulait. On en a parlé tantôt dans notre groupe chat. On va aller chercher Philippe Danault. Il fait tellement bien dans l'alignement. Un joueur centre défensif, bon ses mises au jeu, bon sur les désavantages numériques. Parle français. Joue sur un top 6. Joue sur un top 6. Est-ce que vous autres, parce qu'il y a beaucoup, là, moi je suis plus dans les genres de transactions mineures. Les transactions qui vont être des compléments. Un peu comme les Canadiens de Montréal avaient fait quand ils avaient participé à la finale de la Coupe Stanley. Avaient ajouté des Eric Stahl, des joueurs un peu dans ce style-là qui amenaient de l'expérience, qui arrivaient un peu greffés, mais qui chamboulaient pas le noyau de l'équipe. Parce que je pense que c'est ça aussi. Les sénateurs, quand ils ont participé aux séries en 2017, qui ont passé est-ce qu'ils ont chamboulé leur alignement? C'est allé chercher qui? Un Derek Brassard. Un joueur qui amène un certain leadership, qui vient pas tout chambouler. On a vu les Rangers de New York aller faire le coup d'éclat à la Patrick Kane et faire des différentes grosses transactions. C'est rare que ces formations-là réussissent à remporter la Coupe Stanley ou à même se rendre des fois dans le carré d'as ou en finale de la Coupe Stanley parce qu'on a déjà une certaine dynamique qui est inclue. Et en ajoutant un élément qui s'amène peut-être dans un top 6 ou un top 4 à la défense, tu recrées pas une magie. Ça vient débouler un peu, ça vient changer certaines chaises. Il y a des joueurs qui vont être mécontents, ça descend la hiérarchie aussi. Donc moi, je suis plus dans les transactions B et C, d'ajouter les bons éléments. Tout ce qu'on a les moyens de toute façon, je pense. Là. Exactement, je pense pas qu'il y a les moyens d'aller chercher un joueur comme Philippe Danault. Puis surtout, avec le plafond salarial, c'est ça qui accote chez les Sénateurs. Là. On a quand même déjà pas mal d'argent. Puis je pense que ça a un lien aussi quand on parle des rappels. Pourquoi on n'a pas rappelé de joueur aujourd'hui? C'est parce que je pense que si on en a rappelé un, on va le rappeler demain parce que les joueurs, c'est des cycles de 24 heures. Qui sont, exactement. Une journée de plus. À pas le payer. Exactement. L'espace s'accumule et te permet d'ici la période des transactions. C'est vraiment complexe comme dossier, mais des fois, on voit ça aussi souvent. Pourquoi les joueurs sont rappelés, puis là, ils le redescendent pour le temps de 24 heures en sachant très bien qu'ils vont probablement jouer le prochain match, mais c'est simplement pour économiser un peu d'argent à certains endroits. Les équipes qui sont peut-être plus à côté au niveau du cap salarial le font, mais c'est des exercices communs. Puis je pense que c'est peut-être ça qu'on va voir aussi chez les Sénateurs. Puis c'est ce qu'on le voit depuis le début de l'année, là, quand même, pour sauver chaque dollar qu'on peut, pour potentiellement pouvoir aller effectuer des transactions, c'est ce qu'on fait du côté des Sénateurs. Zachary, arrête là avec de nous ramener sur Terre tout le temps, puis laisse-nous rêver un peu. Là. T'es trop cartésien, puis Colin, on veut rêver. C'est comme si c'était ma job. Puis sa pizza de Gabriel Pizza, tu sais, là, tout fit là.
Tout de suite, sauf le salaire, puis le nombre d'années, puis c'est secondaire. La monnaie d'échange. Je veux dire, comme JP Fogg, c'est le problème Astéos, ça. Nous autres, les partisans, on veut Dano. Mais dans les faits, les Sens ne doivent pas quitter la Floride avec une fiche de 0-3. Ça serait... Ça prend une victoire, soit contre Tampa ou la Floride. Mais... 100%. Idéalement contre Tampa Bay. Idéalement, une autre Tampa Bay, un point contre Floride, on passerait en 2 semaines tranquille. Ça, c'est ça. Plutôt que en 2 semaines, déchirer la chemise. Si tu réussis à faire ça, tu vas être dans le portrait des séries pour la pause du 4 Nations. Si tu échappes les deux, rien n'est moins sûr. Ça dépend de toi. Ouais. JP Fortin, est-ce que tu peux nous parler de Rocket Fuel aujourd'hui? T'as-tu ça proche de toi? Rocket Fuel, c'est une boisson sportive conçue au Québec. Donc, on est dans une phase politique. À 100%. Local. Oui. Donc, on fait pas de politique dans la brigade, mais avec nos commanditaires, on peut faire une exception. Exact. Donc, Rocket Fuel, ça allie électrolyte, BCAA et caféine. Donc, tout ce que vous avez besoin pour rester hydraté, pour aider à récupérer et réduire la fatigue en vous donnant un bon niveau d'énergie. C'est une boisson sans sucre et seulement 18 calories par portion. Elle est disponible en ligne sur drinkrocket.ca. Et on a un code promo BRIGADE15 qui vous donne 15% de rabais sur leur site internet. Donc, c'est une petite poudre qu'on mélange avec de l'eau, on shake et on consomme. Je sais que Pascal, tu en consommes régulièrement pour des matchs de hockey. Fait que... Le goaler pourri se carbure au Rocket Fuel. Je pense qu'ils vont peut-être arrêter leur partenariat avec nous s'ils trouvent mon compte TikTok, mais en tout cas, c'est correct. On va vivre avec. Merci, JP. Ouais, Zachary, t'es venu nous parler plus tôt cette année. Tu nous as parlé un peu de comment ça avait été, la transition avec la nouvelle équipe média, avec Sylvain Saint-Laurent, Yann Mendes, puis tout ça. Est-ce que tu continues à avoir des changements? Est-ce que tu continues à avoir des choses qui évoluent, l'accès aux journalistes, la façon que les joueurs sont disponibles, puis tout ça, ou c'est pas mal comme c'était au début de l'année? Non, ça n'a pas tant que ça évolué. Je pense que c'était tout nouveau, tout beau. Des fois, c'est un changement dynamique. Depuis, je pense que c'est... Est-ce que c'est mieux qu'avant? Certainement. Je pense qu'il y a une certaine ouverture aussi à ce niveau-là. Mais écoute, ça n'a pas changé là, du tout au tout. Là. C'est un peu les mêmes formules. De toute façon, on ne réinvente pas la roue souvent. Là. C'est la même formule pour les différentes équipes de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est assez uniforme là, l'accès des joueurs quand même un peu partout aux 4 coins de la Ligue nationale. Est-ce qu'on aimerait ça que ce soit encore plus facile, les journalistes? Assurément. Mais écoute, faut faire avec ce qu'on a. Comme on dit, des fois, une étape à la fois. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop à se plaindre quand même. T'imagines-tu qu'avant, les journalistes prenaient l'avion avec les joueurs, avaient accès aux joueurs, puis aller s'asseoir avec? Mais pense-y, comme tu penses à ça des fois, puis tu te dis, Colin, j'étais pas dans la bonne époque. Ouais, ben c'est certain que les médias en ce moment, disons qu'on est en plein changement depuis des années. Donc, c'est sûr que c'est des façons de faire qui ont été différentes. C'est d'aller prendre l'avion, puis il y avait même des journalistes avec Claude Giroux là, pour le vol en Floride. Là, exact. Mais il y a aussi, il y avait des grands liens qui se tissaient aussi là, de confiance, d'amitié même entre plusieurs journalistes, certains joueurs. Je pense plus nécessairement que c'est le cas aujourd'hui, mais tout a été un monde de changement aussi. Mais c'est certain que de voyager avec une équipe sur la route, là, c'est assez spécial. J'ai eu la chance de le faire un peu avec l'éthique de Victoriaville au niveau junior, embarquer dans l'autobus à quelques occasions, surtout dans les matchs pas trop loin. Là, c'était quand même quelque chose. Mais ça permet justement de tisser un lien avec certains joueurs sans nécessairement devenir amis ou quelque chose comme ça. Des fois, ça permet juste que les joueurs créent une relation de confiance avec toi, les entraîneurs aussi. Des fois, c'est juste ça, surtout au niveau junior, où est-ce que ça passe un peu par là. C'est des jeunes joueurs aussi. Il y a certaines choses qu'on s'entend qu'il y a des choses que quand tu entends ou tu vois dans l'autobus, ben, surtout quand ça implique des jeunes de 16, 17, 18, 19 ans, il y a des choses on peut dire off the record, là, comme on dit. Il y a des choses qu'on voit, mais on rapportera jamais, puis c'est un peu des secrets professionnels. Là. Mais ça reste que ça fait partie un peu, ça te permet d'approfondir différents trucs, d'avoir des conversations aussi off the record avec différentes personnes, ça te permet d'avoir du contexte qui permet après ça quand t'écris, puis t'as du contexte aussi en tête, que des fois il y a une décision qui se prend, mais quand t'as pas le contexte, ben, c'est difficile de comme un peu vouloir écrire là-dessus, mais quand t'as le contexte, ben, tu permets, sans nécessairement dévoiler, tu permets de mieux informer les gens en ayant le contexte. C'est ton choix de mots qui va peut-être être un peu mieux fait pour justement informer les lecteurs.
J'en profite pour faire une petite parenthèse. Tu as parlé de hockey junior. Tu sais, moi, je vais les mardis au local sportif avec Marc Legault puis Yannick Saint-Denis. Puis Yannick Saint-Denis qui couvre là, les Olympiques. Fait qu'on parle souvent des Olympiques. Les Olympiques, c'est très difficile. Ils sont à quoi? 4 ou 6 points encore d'une place en série. Comment tu vois ça? C'est difficile, là. On voit des matchs où les joueurs se présentent plus ou moins. C'est toujours les mêmes quelques joueurs qui se présentent. Il y a des bonnes chances que ce soit la première saison en 39 ans que les Olympiques ne fassent pas les séries. On dirait qu'on on fait tout pour ne pas être l'équipe qui va être cette équipe-là, qui va briser ce streak-là. Mais en même temps, on dirait que personne n'y croit. Comment tu vois l'année se finir avec les Olympiques? Pas très bien présentement. Non. Je pense que j'étais optimiste au début de la saison. Ouais. Puis je pense que tout le monde l'était parce qu'on a quand même rentré des jeunes talents. On avait quand même certains espoirs. Le début de saison, on s'est tellement cherché. Oui. On s'entend un nouvel entraîneur, un nouveau système de jeu. Devant le filet, ça a été assez catastrophique. Ouais. Ça a été très difficile. Puis tu sais, je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est que les joueurs en avant des gardiens de but, des fois, je cherchais un peu les nouvelles façons de faire, les nouveaux systèmes de jeu. Puis les gardiens de but, je cherchais aussi un peu là-dedans. N'ont pas connu leur meilleur départ non plus. On a changé les gardiens de but. En une demi-saison, il y a eu 5 gardiens de but qui ont eu au moins un départ. C'est 10 nouveaux joueurs qui sont arrivés dans l'alignement. Là, il y a quasiment une quinzaine, une douzaine de joueurs qui ont changé depuis le début de la saison. C'est une équipe qui est en reconstruction. Oui. Je sais qu'en hockey junior, c'est comme des cycles. Là, il y avait Théodine il y a 2 ans. C'était buté à Québec. Puis Halifax, c'était super fort cette année-là aussi. Puis là, c'est la reconstruction depuis ce temps-là. Fait que dans 2 ans, ça va être leur équipe. Ben, tu sais, on va espérer, là, exactement. Tu sais, je pense que c'est ça l'objectif de l'équipe. Mais présentement, on voit des bons flashs quand même de certains joueurs. Dubé, qu'en début de saison, c'était plus tranquille, que c'était le premier choix de première ronde des Olympiques. On le voit qu'il a pris du galon, profite de ses chances un peu plus. Mais vraiment, là, il manque d'éléments dans cette équipe-là. On a Jérémy Mainville qu'offensivement... C'est pas Mainville qui produit. Il traîne cette équipe-là complètement. Ouais. Manque de support. On a peut-être des performances décevantes. Justin Boissel, Lucas Landry qui est arrivé ici un peu qu'on voulait le positionner dans un poste de centre numéro 1. Ça fonctionne pas jusqu'à maintenant. On dirait que ça a difficulté à cliquer un peu comme ça le faisait à Drummondville. Mais vraiment, là, il manque quelque chose. Puis on n'a pas de carrière sur le jeu de puissance. Il manque un défenseur peut-être numéro 1. Mais ce gars-là, les Olympiques l'avaient repêché. Puis il s'appelle Stepan Cerny. C'est un jeune Tchèque qui avait fini parmi les meilleurs pointeurs du tournoi Linka Gretzky. Mais qui finalement, à 1 semaine ou 2 de préavis avant le camp d'entraînement, finalement, tout est réglé. Là. Il était supposé se pointer. Puis finalement, décidé de ne pas se pointer, décidé d'aller jouer de rester en Europe, jouer avec une équipe en Tchéquie. Il ne joue pas beaucoup non plus. Donc, c'était un défenseur de 5 pieds 9, à peu près 5 pieds 9, 5 pieds 10, ultra offensif, un peu là, à la Xavier Villeneuve qu'on voit à l'Armada de Blainville-Boisbriand ou à la Lane Hudson, peut-être un peu plus en comparaison. Un petit défenseur offensif qu'on a manqué, justement, qui aurait pu apporter un punch offensif, mais on ne l'a pas, ce gars-là. C'est les Golicic, c'est des bonnes mains. Exactement. Quand il était prévu dans l'alignement en début de saison, puis là, on se retrouve à 2 semaines du camp d'entraînement, puis il n'est pas là, ben c'est difficile de essayer de pallier à ça parce qu'il était prévu dans le plan des Olympiques, puis on n'a pas été capable de le remplacer. Puis encore une fois, ben on manque un peu d'offensive, puis c'est ce qui nous tue présentement parce qu'on ne joue pas nécessairement des mauvais matchs, mais on était capable d'aller chercher le gros but au gros moment. Où ils ont l'avance à la fin de match, mais ils se font égaliser. Puis là, s'ils perdent en prolongation, ou même ils donnent le but d'avance dans les dernières minutes. Exact. C'est ce qui fait mal. Mais tu sais, il manque d'éléments. Puis ce qui va faire encore plus mal, c'est on avait des opportunités de faire des transactions. Là. Jérémy Mainville aurait pu être échangé. On a décidé de le conserver. On a décidé de conserver tous les actifs. Pour ne pas être cette équipe-là qui va être l'équipe qui ne fera pas les séries. Tu sais, ça fait mal, ça. Exactement, puis c'est ça, est-ce qu'on va le conseil à la fin de l'année va être on a décidé de ne pas monnayer certains éléments pour faire les séries et on les fera peut-être même pas. Ça serait quelque chose. Je pense qu'il va y avoir certains constats, puis on est allé chercher aussi un Liam Jacques que Serge Beausoleil vantait. Finalement, elle ne se pointera pas. Là. À ce point-ci, on n'a pas de nouvelles, mais ça fait 1 mois qu'il était acquis par les Olympiques de Gatineau et on n'a pas de son, pas d'image. À moins d'une méga surprise qu'il décide de retondir ici, je pense que les partisans des Olympiques peuvent l'oublier aussi. Donc, c'était un joueur qui aurait pu aller contribuer. C'est un des meilleurs amis, un ami d'enfance de Jérémy Mainville. Donc, certainement qu'on aurait essayé de positionner les 2 grands amis ensemble, mais malheureusement, ça ne pointera probablement pas. Donc, vraiment, là, une saison très, très difficile pour les Olympiques
Olympiques de Gatineau, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, parce que justement, là, on va se retrouver, on est 39 saisons consécutives, la plus longue séquence de l'histoire de la Ligue canadienne de hockey, puis est très menacée présentement. Si on ne se trouve pas des façons d'aller chercher ces matchs-là, marquer les gros buts, écoute, oublie ça, on va faire partie de l'histoire, mais pour les très mauvaises raisons. Puis de la riche histoire des Olympiques, il y en a pas mal plus de bonnes que de mauvaises, puis là, cette année, ben malheureusement, ça va peut-être tourner du mauvais côté. Parce que c'est quoi? C'est 16 sur 19 équipes? 16 sur 18 équipes qui... Ouais. Pour une organisation, ça doit être dur sur le moral, puis ça doit être... Surtout que ça fait 39 ans, là. Ouais, c'est ça. On avait toujours trouvé une façon. Là, c'est ça. Quand on repense à les saisons de Benoît Groux, qui a toujours réussi à trouver une façon, quand on remonte encore plus loin avec les Pat Burns, il y a tellement une tradition gagnante à Gatineau qu'on dirait que c'est impossible de penser qu'il ne fera pas les séries. Mais moi, j'ai peut-être ma petite théorie à deux piastres qui vaut assurément rien. Mais moi, ce que m'amuse à répéter un peu, c'est cette année, on a détruit Guertin, les fantômes sont morts et les Olympiques ne participeront pas aux séries éliminatoires. Ah, regarde, on repart une nouvelle page. Je pense que c'est ça, mais assurément qu'il y a. C'est un lien vraiment loufoque à faire, mais on dirait que. Oui, mais on dirait que. Ça fait un beau titre, hein? Ouais. Ça fait un beau titre. Oui, exactement, mais c'est un peu ça. On dirait pratiquement qu'il n'y a rien qui fonctionne chez les Olympiques, puis on n'est pas capable. Puis là, justement, on a détruit Guertin cette année, il ne reste plus une trace. Est-ce qu'on a tué les fantômes? Exactement. Donc, comme dans Ghostbusters, ils sont toutes parties, puis sont... Ils n'ont pas encore trouvé leur chemin, ils sont pris dans le trafic à 50. C'est ça aussi, des allumetières. Excellent. Hey, c'était notre segment olympique. Petite question à ton endroit, juste comme ça, on continue à voir des équipes professionnelles arriver à Ottawa une après l'autre. Toronto, on est habitué, Montréal, on est habitué, mais Ottawa continue avec la charge qui est arrivée. Des équipes de soccer masculines qui ont du succès aussi. On a eu la Crosse, Puis là, on a une équipe de soccer féminin, le Rapid FC, qui arrive à Ottawa. CF Rapide en français. CF Rapide, le club de foot rapide d'Ottawa. Nouvelle ligue qui va commencer. Plus d'ouvrages pour Zachary Mercier encore. J'étais là tantôt. J'étais allé parler à Indispo Média de l'entraîneur-chef parce que le camp d'entraînement commence là. Au moment où l'épisode est enregistré, on est dans les processus de les joueurs arrivent, les tests physiques. On va embarquer sur le terrain d'ici la fin de la semaine. Donc, on embarque là-dedans. Là, vraiment, là, on commence l'aventure finalement. Il y a encore des joueurs qui restent à être annoncés. Là. On a signé des joueurs qu'on n'a pas encore annoncé officiellement la signature. On a essayé d'avoir des scoops hier, puis non, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas voulu nous dire. Exactement. Donc, on verra là, donc, dans les prochains jours, mais on a déjà un groupe d'à peu près une douzaine de joueurs déjà de signés. La plupart sont arrivés déjà dans la région. Donc, vraiment, on commence tranquillement pas vite. Puis même s'il n'y a pas de calendrier de publier présentement de public. On parle de début de saison au mois d'avril. Là. Donc, on a encore quelques mois, on a encore 2 mois de, ça va se passer, de travail. C'est-tu la seule équipe canadienne? Non, Toronto, Montréal aussi. Toronto, Montréal, Halifax. Je crois qu'il y a quand même quelques équipes là, à travers le Canada. Donc, je pense que c'est 8, si je ne me trompe pas, 6 ou 8 équipes qui commencent cette ligue-là. Donc, ça va être la première ligue. Donc, j'ai hâte de voir le résultat, qu'est-ce que ça va donner. Puis, j'ai même posé la question au PDG là, tantôt, justement, en étant la 8e équipe. Est-ce qu'il sentait un peu de pression de faire bonne impression rapidement? Parce que s'il ne le fait pas rapidement, ben écoute, les gens vont peut-être se revirer et aller voir d'autres sports parce qu'il y a tellement d'offres. Il dit, nous, notre plan n'est pas fait sur... on veut bâtir une équipe pour 100 ans, pas pour 5 ans. Donc, c'est ce qu'il m'a mentionné. Donc, excellente réponse, effectivement. Donc, je pense que c'est vraiment un plan à long terme, mais je pense qu'ils veulent vraiment bâtir quelque chose. Mais ça va attirer l'attention, ça c'est certain. Puis, ça va se dérouler à la Place TD. Là, ça va être leur domicile, un peu comme l'Atlético. Donc, un peu one-stop shopping durant l'été. Là, tu vas avoir 2 équipes de soccer, puis une équipe de football. Tu sais, je parle été... printemps, là. Bref, il y a des saisons qui commencent plus tôt que d'autres, là, mais... On va être occupé. Ça va être un match après l'autre, une équipe après l'autre, là. Puis c'est-tu le même principe que au hockey? C'est-tu les joueuses canadiennes de football, de soccer qui vont jouer dans ce ligue-là? Ben, comme un peu au hockey? Ben... C'est comme la LPHF, en fait, les joueuses de partout. Pareil, les joueuses de partout, là, exactement. Puis... Là, donc, ça va tomber quand même dans une... eux, ils parlent déjà qu'ils sont dans comme le top 5 des meilleures ligues féminines au monde. Donc, eux, ils se qualifient déjà dans ce top 5-là. Donc, quand même, le niveau est assez relevé. Puis, est-ce que une fois la popularité est embarquée, une fois la première saison, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont vouloir revenir près de la maison? Parce que le salaire minimum est quand même très intéressant. On parle d'une 50aine de mille par année, je crois. Donc, il y a quand même un salaire annuel. Ce qui vient autour, là, les comptes de dépenses, ces affaires-là, fait que les joueurs n'ont pas besoin d'avoir un autre job, là, techniquement. Là,
Exact. Fait que ça va être assez intéressant à suivre. Qu'une ligue fonctionne, je pense que ça prend ça. Oui, parce que d'avoir une ligue avec deux niveaux un peu où est-ce que certaines peuvent se consacrer à temps plein, puis certaines non, c'est plus difficile. Ça crée un certain déséquilibre des fois que justement les vedettes peuvent eux continuer à s'améliorer, tandis que les autres doivent travailler un autre travail à temps plein pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Mais présentement, écoute, sur papier, tout va bien. Voyons voir comment ça va se dérouler une fois que toute la machine va se mettre en marche, parce que c'est bien beau le dire sur papier, tout va bien, mais j'ai hâte de le voir aussi comment ça va se transmettre. C'est pas que je doute rien, mais je pense que ça va être important de voir comment tout va s'harmoniser. Ils ont des bons modèles. Ils ont des bons modèles dans la région. Après ça, c'est de savoir les partisans vont répondre comment, la région va répondre comment à l'offre. On parle dans une période où est-ce que l'argent, il y en a de moins en moins dans les poches des Canadiens. Faut pas que les billets soient pas chers. Exact. Le dollar loisir, il y en a de moins en moins. On est, comme j'ai dit, 8 équipes professionnelles, 2 équipes juniors, des équipes universitaires. Bref, il y en a pour tous les goûts. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner s'articuler, mais ça devrait commencer quelque part au mois d'avril. Fait que pour toi, ça te fait beaucoup d'équipes à couvrir. Je te recommande le Rocket Fuel pour réussir à passer tes journées avant d'aller vers une bière du 5e baron le soir. Là. Je pense que j'aurais pas le choix. Tout le monde, là. On a du stock en masse à couvrir, puis sincèrement, on ne chôme pas au droit, ça je peux vous le confirmer. Parlant de pas chômer, la semaine passée, je pense que l'équipe média des sénateurs n'a pas chômé, les médias de la région d'Ottawa n'ont pas chômé. On en a parlé dans l'épisode de la semaine passée un peu. On essaie de ne pas passer tous les épisodes là-dessus, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont tannés d'en entendre parler, mais tu as été quand même un peu au cœur là, de tout ça, où tu as eu quand même un certain accès que certains n'ont pas eu. Tu as écrit un article là, en disant, c'était le 31 janvier, les sénateurs d'Ottawa sont à Ottawa pour y rester. Parole de Michael Andlauer. Tu sais, parce que Cyril Leader est allé à TSN 1200 parler pour dire non, essayer d'éteindre les feux là, le lundi même. Plusieurs disaient non, il faut que Andlauer sorte, puis il faut qu'Andlauer nous parle. Mais Andlauer s'est adressé aux médias. Puis je pense que tu étais là, tu étais sur place. Y a-tu des choses que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Dans quel état d'esprit qu'Andlauer était? Parce que nous, de l'extérieur, ce que ça nous disait, c'était je pense qu'il comprenait pas vraiment le marché des sénateurs puis le passé que les partisans ont vécu, puis les blessures qui restent encore, puis les craintes qui vont rester encore longtemps. Je pense qu'il a été un peu pris par surprise de ça. Tu as décrit parfaitement la situation. Honnêtement, c'est ce qu'il a raconté, c'est ce qu'il a avoué. Il nous a dit je n'étais pas au courant de tout ce que ça impliquait, à quel point les cicatrices étaient profondes. Lui, il arrive, il débarque ici, oui, au courant de certains trucs, mais il n'était pas au courant à quel point ça a été difficile, ou est-ce qu'il y a certaines années, la peur de perdre l'équipe, là, ça a été du sérieux, là, sincèrement. Là, les partisans ont eu peur pendant plusieurs... Ça n'a pas été un momentané, là. Ça a été pendant plusieurs années, ça s'est échelonné. Du moment que Melnyk a acheté l'équipe. À partir de là, il est arrivé comme un sauveur. On a dit beaucoup de choses contre lui avec les années, mais quand il a acheté l'équipe, c'était pas les sénateurs sont plus à Ottawa depuis longtemps. Non, c'était fini. Fait que depuis ce temps-là, il y a eu la période d'une demi-aile, il y a eu la période où ça allait bien, l'équipe allait bien. Puis encore là, on se rappelle des années où Daniel Alfredson acceptait de ne pas se faire payer, de se faire transférer une certaine paye l'année d'après. OK, quand vous aurez plus d'argent, vous me payerez. Il y a eu des concessions qui ont été faites par les joueurs. Donc, on savait que ça tenait par pas grand-chose. Mais là, les dernières peut-être 7 ans, 10 ans, là, la relation était brisée puis les gens avaient vraiment peur. Puis Melnyk l'avait dit mot pour mot. Si les gens ne se présentent pas, va peut-être falloir considérer déménager. Donc, il y avait eu des menaces même. Là, donc, je me souviens en 2017, si vous me corrigerez si j'ai tort, mais en séries éliminatoires... C'était pas plein. C'était pas plein au début. Là. Ça finit par être plein face aux Penguins de Pittsburgh puis plus tard dans la série, mais au début, dans les premières rondes, là, c'était pas plein. On devait mettre des rideaux là, à certaines sections. Là, c'est plus plein là, en plein lundi du mois de janvier aujourd'hui que ce l'était en 2017 en série. Exactement. Donc, c'est pour ça on n'est plus dans la même époque non plus. Mais les gens ont eu peur. Là, on avait une équipe performante sur la glace, mais les gens ne répondaient pas présents. Donc, vraiment, c'était ça qui était inquiétant. Mais là, on est dans on est ailleurs. Là. Michael Andlauer l'a répété. Honnêtement, là, on était 9 journalistes à l'entour d'une table. Il nous a répété 50 000 fois que
il est à Ottawa, il adore la ville, il est ici pour rester. Il n'a pas acheté l'équipe pour la déménager, qu'on peut être assuré que c'est vraiment pas ça le plan, que peu importe ce qui arrive avec la vente du terrain sur les plaines de Breton ou non, son plan, c'est de rester l'équipe à Ottawa. La seule place qu'ils vont déménager, ça va être dans un nouvel amphithéâtre si jamais on réussit à avoir un accord, mais sinon, ils vont rester à Ottawa. Je pense que les gens peuvent... puis il nous a répété aussi souvent que, écoute, il dit, j'ai pas acheté une maison ici pour rien, je suis en train de faire une rallonge sur ma maison. C'est ça. Écoute, je suis allé patiner sur le canal Rideau. Il disait que justement, quand il a parlé, il dit, je venais de patiner pour la première fois sur le canal Rideau. Mais y a-tu mangé une queue de castor? Écoute, il ne l'a pas raconté. S'il a mangé une queue de castor, c'est fait, il est en amour. Là. C'est comme un mariage, c'est fini. Là. Canal Rideau, queue de castor, chocolat chaud, le parfait trio. Ben oui. C'est la nouvelle Pizza Line à Ottawa. 100%. Je pense que c'est ça. C'était vraiment son message. Il ne comprenait pas à quel point c'était grave. Puis il n'était pas au courant non plus de... On parlait aussi de quelques années de jouer 5 matchs de saison régulière à Québec, à certains endroits. On parlait de jouer des séries de matchs. Il n'était pas au courant de tout ça. Peut-être pas compris l'ampleur de tout ce que ça importait. Puis c'est ça. Lui, son objectif premier, c'était d'aller conquérir le marché francophone dans le bout de Québec parce qu'il dit, justement, il y a plein de gens de Québec qui ne seront jamais partisans des Canadiens en raison de la rivalité qu'eux ont grandi. Puis il dit, je ne serai jamais capable. Mais justement, il dit, si on est capable d'aller attirer ces gens-là, ben ça va être de cette façon-là. Puis il parlait aussi du timing au niveau de l'annonce un peu, parce qu'il y en a qui ont critiqué ça, de dire tout va bien, une course aux séries. Mais l'entente était scellée depuis cet été. En 2 jours, là, tu sais. Là. Puis il y en a qui ont critiqué. Était signée depuis cet été. Qui ont dit, tu fais ça pour mettre de la pression sur la commission de la capitale nationale. Puis ça, je l'acceptais pas non plus. Là. On dit course aux séries, mais on est au mois de janvier. Là. Oui. Si c'est pas là pour le dire, quand est-ce qu'il va le dire? Là? Fait que, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est que je pense qu'il voulait avoir un certain timing. Je pense que du côté de Québec aussi, l'organisation, Gestev, Québécois, les 2 groupes, ils voulaient annoncer quelque chose, mais pas trop tard non plus. Pas en plein été où est-ce que plus personne parle du hockey. Là, on était dans un moment où est-ce que les gens parlent de hockey, donc on voulait l'annoncer à ce moment-là. On a déjà un des 2 matchs qui est déjà à guichet fermé. J'ai vu que justement les billets pour le deuxième match ils se vendent comme des petits pains chauds. Donc je pense que ça a fonctionné de ce côté-là. Puis il nous a même arrivé avec certaines statistiques aussi en nous disant quand les sénateurs jouent en français à RDS contre telle formation, n'importe quelle formation, il dit on average tant de vues. Mais la moitié, quand on arrive contre la moitié de celles en anglais. Exact. Il dit quand on arrive contre le Colorado, il dit quand on arrive contre Colorado. Il dit nos vues sont doublées. OK. Donc, on a le double de notre moyenne quand les sénateurs jouent contre le Colorado. Donc, on touche une corde sensible à quelque part. Puis lui, c'est peut-être ce qu'ils ont vu aussi à l'interne de faire on a le double. Ouais. Pourquoi on ne tenterait pas? Ça veut dire qu'il y a un certain intérêt du côté des partisans, peut-être de l'Avalanche et de fait des Nordiques de la région de Québec. Donc, je pense que ça a été un peu ça la logique. Mais c'est vraiment tenté de rassurer un peu tout le monde. Est-ce qu'il nous a rencontrés ils ont aussi nous a mentionné qu'ils voulaient se rapprocher un peu des journalistes, nous rencontrer aussi, apprendre à nous connaître. Effectivement, ça, je pense qu'il y a une volonté aussi de le faire. Mais c'est certain que le timing ne pouvait pas être meilleur pour pouvoir peut-être nous rassurer puis pouvoir tenter de faire passer un message aussi à la population, les informer. Parce que justement, quand on parlait tantôt de contexte, là, d'avoir le contexte de sa façon, de sa vision des choses, permet de, quand nous on écrit, de passer le message que quand on a un certain contexte, mais c'est plus facile d'informer la population de cette façon-là. Mais c'était vraiment une rencontre constructive. Écoute, 45 minutes assis en face de propriétaire de la Ligue nationale de hockey. Puis je sais qu'on est quelques journalistes à s'être jasés après en se regardant et en se disant c'est assurément la personne la plus riche à qui j'ai partagé une table. Ça, là, écoute, ça va être difficile à battre, assurément. Tu te dis, écoute, il vend son auto puis il achète ma maison. Tu sais, fait que c'est comme, il y a certains, on ne vit pas nécessairement dans le même monde, mais fort sympathique. Je veux dire, sur l'être humain, là, sincèrement, fort sympathique. Donc, vraiment, ça a été une rencontre très, très constructive. Mais Zachary, je vais te poser une question. Ben oui. Est-ce qu'il a été déçu de voir la réaction des partisans qui ont... Oui, on a trouvé l'idée bonne, mais ce qui est ressorti sur les réseaux sociaux, c'est le Spartagate, là, la fête de la mascotte, puis les 2 matchs potentiellement de saison. Là, c'était le scandale. Est-ce qu'il a été déçu d'annoncer une si belle nouvelle, puis que ce qui est ressorti sur les réseaux sociaux, c'est soit juste ce côté-là, outre que l'idée d'aller chercher le bassin de Québec? L'intention était bonne.
Ouais. Il en a parlé des deux. Je vais pas te répondre à tes deux questions parce qu'il les a répondues. Tu sais, si on parle en premier de justement de la réponse, je pense que il n'a pas été déçu, mais il a été surpris de voir à quel point ça avait touché une corde sensible. Mais il dit, ça montre que les gens ici ils tiennent tellement leur équipe. Ouais. Puis je pense que ça, au-delà de montrer que est-ce que les réponses à certains endroits étaient peut-être exagérées, peut-être. Il y a eu certains. Jusqu'à un certain moment, le dialogue a peut-être dévié un peu trop loin à certains endroits, de faire comme OK, je pense que. Ça, c'est les réseaux sociaux, ça. Exactement. On va apprendre à les découvrir aussi, là. Exactement. Mais ce qui a retenu le plus, c'est à quel point les gens sont passionnés, à quel point les gens tiennent dans leur équipe à Ottawa. Puis je pense que c'est vraiment ce qu'ils voulaient. Puis c'est que là, on a eu la réponse parfaite de dire les gens veulent être ici, ils sont impliqués ici, ils vont suivre l'équipe, peu importe. Donc, on a des fans, justement, ça a démontré quelque chose parce qu'il y a certains autres endroits, peut-être dans la Ligue nationale. Est-ce qu'on aurait monté aux barricades de cette façon-là pour une situation pareille? Je le sais pas, mais c'est certain que ça a démontré une certaine passion. Puis quand tu parles des deux matchs, lui, il dit, quand on m'a posé la question, j'y avais pas vraiment pensé au préalable. Il dit, c'est pas une question que souvent les personnes de communication vont te briefer, ils vont te dire, hey, fais attention à peut-être cette question-là qui s'en vient. Il dit, j'avais pas pensé à ça, mais moi, je me suis dit dans ma tête, écoute, si on peut aller jouer en Suède, pourquoi on peut pas aller jouer à Québec? Tu sais, ça peut être encore. Ça va coûter moins cher pour tout le monde, ça c'est sûr. D'aller à Québec que d'aller jusqu'en Suède, le décalage horaire, puis tout ça. Bref. Mais on lui aura posé la question à la fin de notre entretien en lui demandant est-ce que si la Ligue nationale là, te donne le droit finalement d'y aller, est-ce que tu y vas? Écoute, ça a été instantané. Hell no. C'est instantané. Comme on n'a même pas eu le temps de finir notre question, que la réponse était déjà là. Puis je pense que justement, ça a répondu. Puis c'est pas rien contre les gens de Québec, c'est pas rien contre les gens de la région. Je pense que c'est vraiment dans le contexte. On a vu ce que c'était. Puis je pense que ça a été peut-être un faux pas de maladresse, qu'on peut appeler ça. Je pense pas que est-ce qu'on peut dire ça une erreur majeure. Je pense que c'est une maladresse peut-être de certaines façons de faire. Mais aujourd'hui, tout est bien qui finit bien. Puis a compris l'importance. Puis je pense que justement, tout le monde en sort grandi dans cette histoire-là. Les partisans ont été compris et écoutés. Saluons Ian Mendes et son travail justement sur les réseaux sociaux. Tout a été proactif quand même. Ouvert ses DM, quand tout le monde écrivez-moi, je vais essayer de vous répondre. Puis si je vous réponds pas, je vais vous lire, c'est sûr. Puis il a probablement pas dormi pendant une couple de jours, une couple de nuits. Le monde mettait des screenshots des conversations qu'il avait eues avec lui. Fait que c'était pas juste du PR, là. C'était vrai. Là. Non, puis je comprends que je confirme qu'il doit y avoir pas mal de monde qui n'a pas dormi chez les sénateurs d'Ottawa cette nuit-là, du lundi au mardi. Là. Je pense que, écoute, on s'en allait à Québec, une belle ville. On s'en va là faire une belle annonce. Puis finalement, Antoine Vermette, Thomas Chabot, écoute, exact. Puis finalement, on se retrouve quelques heures plus tard. Écoute, tu sais, même moi, j'ai été forcé d'écrire un article, puis je pensais pas devoir faire ça cette journée-là. En me disant, mes collègues du Soleil sont là, ils vont pouvoir faire un article là-dessus. Finalement, on arrive, écoute, ça a dégénéré complètement. Écoute, j'ai pas eu le choix d'essayer de ramener les faits, quelque chose comme ça. Je coach au hockey Pee-Wee cette année, je reviens de ma pratique. Écoute, c'est la cacophonie sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais écrit quelque chose pour essayer pas de rétablir les faits, mais de voir ce qui s'était passé un peu, puis tout ça, mais vraiment, là, ça a été... finalement, on a décidé de supprimer toutes les publications avec le chandail, donc on a fait table rase et on repart à zéro chez les sénateurs d'Ottawa. Good! Bon, dossier clos, dossier réglé. On a eu... C'est ce qui nous manquait. Il nous manquait la vision d'Andlauer, puis on a Zachary Mercier qui vient nous confirmer ça. Ça pouvait pas tomber plus à point. Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, passons aux choses. Passons aux sénateurs, qui allaient bien. Écoute, c'est pas parce qu'ils ont perdu un match qu'ils auraient très bien pu gagner contre Tampa Bay. Là. Écoute, si c'était Claude Giroux a manqué un filet ouvert, là moi et Phil, on regardait la TV et on disait c'est pas un arrêt spectaculaire. Il a tiré sa pad, il a quasiment pas bougé. Il y avait 85% du filet qui aurait pu shooter dedans, puis il a tiré sa pad. Ça, c'est nos petits pet peeves là, qu'on aime critiquer les gens qui font les analyses de gardiens de but. Là. C'est ce que j'allais dire, gardiens de but. Donc. Mais ça reste que le réflexe de Vasilevski était quand même là de s'étendre le plus loin qu'il pouvait. Oui, mais même là, il s'est même pas rendu à moitié du filet. C'est correct, il y a eu le bon réflexe, mais moi, je blâme le joueur là-dessus, là, à 100%. Là. C'est dur avec tu sais, sur réception comme ça, c'est dur, on dirait de placer la rondelle. Je blâme pas le joueur, mais je veux dire... C'est moins spectaculaire que bien d'autres arrêts, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, là, on pense, il est allé mettre sa pad ou la puck. Non. Il a tiré sa pad, puis Giroux, il a envoyé la puck sur sa pad. C'est ça. Dans les faits, on peut pas être
On peut pas être de fâché ce game-là. De cette game-là. C'est une défaite, oui. Oui, ça aurait pris 2 points dans le contexte qu'on est. Ça aurait pris un point. Ouais. Puis, toutes les équipes, ce soir-là, qui nous poussent dans le derrière, ont gagné aussi. Fait que là, mais, ce que j'ai trouvé rassurant, la performance de Linus Ullmark. 100%. Fait un mois qu'il n'a pas gaulé, bing bang, arrive contre Tampa Bay, un match important, offre une super belle performance. La résilience aussi de l'équipe, à 4-2, il aurait pu dire, il restait 1 minute et demie, je pense, il aurait pu faire regarde, on patine pour la forme. Batterson qui avait manqué sa chance, plus de bonheur dans le game. Puck, belle transition de Sanderson, donne ça à Batterson, shoot score, ok, un mauvais but de Vasilevski, mais ce que j'ai aimé, c'est la résilience. Ok, le match n'a pas été parfait dans l'ensemble, on voyait que c'était un back-to-back en 24 heures, quasiment moins de 24 heures. Avec voyage. Ton deuxième centre. Perdre 4-3 contre Tampa Bay, tu perds Pinto aussi, tu joues à 11 attaquants. Rapidement dans le match. Tu le perds pas en fait troisième. Non, c'est ça. Tu perds rapidement. T'as déjà plus Norris, T'as déjà pas Norris dans le line-up. Moi, je pense que Hallmark a dit, les boys, assurez-vous que j'ai une dizaine de tirs dans les 10 premières minutes. Là. Parce que le match a commencé, là, ça a été bang, 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 re-bienvenue dans la Ligue nationale. Il a été efficace dans ce qu'il avait à faire. J'ai pas trippé sur sa façon de bouger, sur sa. Tu sais, dans le temps, quand on le questionnait, qu'on disait, coudonc, le Marc, c'est long avant qu'il parte, il traîne-tu encore quelque chose? Tu sais, il faisait des mouvements bizarres, se ramassait hors position, complètement à côté de son but, à l'envers, couché sur le côté. Quand Hallmark est dans sa game, il est square, il est un peu plus robotique, il est un peu plus. Là, hier, écoute, c'est la rouille. Il semble que ça y prend tout le temps quelques matchs avant de retrouver complètement ses appoints, mais quand c'était le temps de faire des gros arrêts, je veux dire, ça a été des tirs, des lancers déviés, ça a été des choses comme ça. Donc, d'avoir quelques matchs. Là, Kucherov, tu sais. Je veux dire, du top des cercles. Comme tu dis, là, tu tasses, tu pries, puis s'il te pogne, il te pogne. Sinon, ça trouve un trou, il va trouver un trou. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Parce que là, Mary Lannon est retourné à Belleville, qui était la décision à prendre. C'était la chose à faire. On n'avait pas le choix. Décision facile. Encore une fois, c'était hausse, pas de presse, il n'y a pas de... Parce que c'est tentant d'utiliser Forsberg comme monnaie d'échange. Parce que s'il y a une chose qui a de la valeur présentement, puis qu'on se dit on a peut-être un peu de mini-profondeur, puis encore là, c'est parce que Mary Lannon nous a surpris. T'as pas de profondeur chez les gardiens de but. Saugaard est blessé. Surtout chez les Puis là, il n'y en a plus de signé après ça. Donc, mais... La tentation doit être là, de dire j'ai un 2,75 ou 3 millions, 3,25 millions que je peux, puis il y a des équipes qui vont chercher un autre gardien de but, c'est certain. Non, c'était la bonne décision. Puis la question, c'est pas si, c'est quand. Là. Soit Forsberg, soit Hallmark va se blesser parce que c'est les Sénateurs d'Ottawa. Puis les Sénateurs d'Ottawa, tu peux pas compter sur tes deux gardiens toute l'année. Fait que ça va arriver. Donc, là, les deux ont été blessés, donc là, ils sont corrects. Déjà, ils ont eu leur passe. Regarde, non, il y a ça. C'est quoi? Il y a les impôts et les blessures des gardiens, c'est les deux seules choses qui sont sûres dans la vie. Il y a la mort aussi. Ouais, ça, je l'avais oublié. Je pense que je mets les blessures de gardiens en premier. Puis, non, je pense que ça a été rassurant comme performance. Là. Peut-être il va probablement garder des buts au moins un autre match avant la pause, s'en aller là-bas. Peut-être, tu sais, on se disait, non, j'espère qu'il ne va pas y aller. On pense tout le temps à Dominique Hasek, qui est arrivé aux Olympiques. On ne veut pas qu'une autre affaire. Sauf que ça va le garder. Il fait un mois et demi là, qu'il n'avait pas rien fait. C'était sa première game. Il va peut-être en jouer juste une autre. Là, s'il fallait qu'il soit encore 2 semaines sans jouer, je pense que ce serait pire que de partir avec l'équipe, continuer à faire des pratiques, changer les idées, penser à d'autres choses. Tu sais, là. Fait que je pense que ça va être une bonne approche. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, là, pendant qu'il a été blessé, au moins, en plus, il revient. Puis, il revient pas comme un sauveur, comme quand est-ce que Hallmark va revenir et qu'on se remette à gagner des matchs ou tu sais, pendant son absence, les Sénateurs étaient la 3e équipe dans les buts contre, une moyenne de buts contre à 2,32, puis 2e dans le pourcentage d'efficacité à 914 pour Merlinen puis Forsberg pendant son absence. T'sais. Donc, ça n'a pas été catastrophique. Merlinen a vraiment comme sauvé les meubles, peut-être même sauvé la saison. Des fois, c'est comme ça. Hein? C'est quand tu es 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs se blessent que finalement, tu as ta chance. Est-ce qu'on peut classifier les performances de Merlinen avec Andrew Hammond? Non, ça n'a pas été assez long. Mais ça a des airs. Mais... Des ressemblances. Oui. Non. Puis, parce que les Sénateurs, quand étaient avec Andrew Hammond, couraient après une place en série.
courait après les autres équipes. Puis il se rapprochait, puis il se rapprochait, puis il se rapprochait. Tu sais, là, ça s'est décidé, je pense, 1 ou 2 matchs avant la fin de l'année. Mais tu sais, je veux dire, c'est rassurant. Puis je pense que ce ne sera pas un flash in the pan, comme on dit, ou un feu de paille temporaire. Tu sais, il est encore jeune. Fait que c'est plus rassurant qu'un Andrew Hammond, qu'un gars qui était... il s'en allait prendre sa retraite, là. Pour lui, il se disait, je finis ma saison, puis je m'en vais chauffer des camions de liqueur ou de bière, puis finalement, c'est ramasser une coupe de contrat par après. Ben, tu sais, puis je pense que, comme c'est ça, le contexte est différent, puis de toute façon, mais quand on va regarder, par exemple, si jamais les Sénateurs devaient faire les séries éliminatoires, on va regarder la saison, puis on va dire... Ouais. Si Merrill n'était pas là, oublie ça, les séries, on n'était même pas proche. Là. Je pense que ça va être ça le constat du côté des Sénateurs, de dire il a un peu sauvé notre saison jusqu'à un certain point. Là. Il a eu son mot à dire parce que cette run-là qu'il y a eu, ça a été quand même assez impressionnant. Là. Ça a été des grosses victoires, des gros matchs à des moments où est-ce que tu pouvais pas te permettre de perdre parce que les autres équipes alentour de toi, tu gagnais, puis ce qui démontre parfaitement la situation de pourquoi tu peux pas perdre, c'est parce que même si tu as gagné, t'es encore vraiment dans la course, puis tu bouges même pas pratiquement. Les Sénateurs ont gagné 5 de suite. Les Sénateurs ont gagné 5 de suite, puis ils se retrouvent quand même sur le bord d'être même plus dans le portrait des séries éliminatoires. C'est assez spécial quand même, là, quand on pense à ça, à ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale. Donc, ça va être un moment charnière, assurément, que les Sénateurs les fassent ou pas. On avait besoin de ce genre de performance-là de gardien de but, mais écoute, je pense que là, justement, la pole, c'est que tu as 3 gardiens qui peuvent garder les buts qui ont calibre Ligue nationale dans ton organisation, tu peux pas te permettre d'en perdre un. Non, surtout pas dans Transi G1, parce que justement, là, si un Hallmark ou un Forsberg ou un Merrill se blesse, tu fais quoi? D'aller chercher des gardiens de but de calibre, ça coûte cher. De calibre Ligue nationale, ça court pas les rues, justement, parce que toutes les équipes en cherchent. Statistique intéressante que j'ai pogné tantôt, je sais pas, c'était Instagram, Future Pro Goalie School, whatever, une gang d'une école d'entraîneurs de gardiens qui postait ça. Anton Forsberg est le plus petit gardien des Sénateurs, à 6 pieds 2. Linus Ullmark est 6 pieds 4, Merrill 6 pieds 3, Søgaard 6 pieds 7. Kevin Riddler, qui est encore en Suède, 6 pieds 6, puis Nikitin du Kazakhstan, 6 pieds 4. Je pense qu'un Forsberg, par exemple, depuis son opération au genou, il est à 6 pieds 1. Là. Ils ont limé les rotules, puis depuis ce temps-là, il est plus petit un peu. Fait que tu sais, on voit plus ben de gardiens petits de toute façon, mais intéressant. Dans toute la Ligue nationale, de toute façon, c'est la tendance. Oui. Mais on a parlé du stretch de Merrill qui, si les Sénateurs viennent à faire les séries à la fin de la saison, il faut se souvenir de ce passage de Merrill comme quoi il aurait peut-être sauvé la saison. Mais il faut pas oublier que Anton Forsberg, là, il y a toute une résilience. C'est quelque chose. C'est quelque chose pareil parce que j'ai envie de dire que oui, Merrill a fait en sorte que les Sénateurs soient dans la position qu'ils sont actuellement en date du 5 février, mais je suis prêt à mettre le tandem Forsberg et Merrill qui ont contribué à ce que les Sens soient le 5 février en série éliminatoire et potentiellement en série à la fin de la saison. Parce que Forsberg, là, on ne donnait pas cher de sa peau. Il était bisbaillé, le monde, c'était débarrassez-vous de ça. J'étais sur le bord d'y donner mon compte TikTok, le goaler pourri, puis dire c'est toi, ça a l'air c'est toi, ça a l'air que t'es le pire goaler au monde. On était prêt à le mettre à Belleville, des fins de reconditionnement pour qu'il retrouve sa shape, que son mental, puis tout. Puis là, Ullmark s'est blessé, là, il y a un jeune qui est arrivé, il se fait pousser dans le derrière, puis bang bang. 100%. Ah oui. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça va être une bonne combinaison. Ouais. Je pense que c'est ça. Un n'aurait pas pu prendre toute la charge non plus. Merrill en a peut-être eu un peu plus que Forsberg, mais n'aurait pas pu prendre tous les matchs nécessairement non plus. Ça prenait un bon équilibre entre les deux. Puis je pense que ça a un peu fouetté Forsberg, mais ça lui a enlevé aussi un peu de pression de voir le jeune performer de cette façon-là. Ça lui donne confiance de travailler avec lui. L'équipe joue en confiance. Je pense que ça a été un équilibre. Les deux se sont aidés dans cette situation-là. Je pense que c'est vraiment ça. Si tu roules Forsberg, parce que t'as pas le choix, là, je pense pas qu'il est capable de garder ses stats-là. Fait que je pense que ça a été un bon équilibre. On va passer des gardiens de but aux défenseurs. Un c'est rassurant, là, c'est rassurant de le voir aller ces temps-ci. Jake Sanderson qui a atteint le cap des 100 points en carrière.
sais, je me rappelle d'avoir fait une chronique au début de l'année au 104.7 puis au local sportif, puis je disais Jake Sanderson, ça va bien, il produit, tu sais, au début. Puis là, je disais, tu sais, il y a peut-être des chances un jour d'être, tu sais, parmi les finalistes. Il ne sera jamais parce qu'il ne produira jamais assez, mais tu sais, au Trophée Norris puis tout ça. Puis c'est encore drôle, un Zach Werenski, on pensait jamais qu'elle allait être parmi les finalistes. Werenski, cette année, s'il n'est même pas finaliste, il est probablement le vainqueur en date d'aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est un peu le même genre de défenseur où est-ce que, tu sais, ce défenseur peut-être un peu plus two-way qu'offensif, mais écoute, on ne sait jamais, il peut tomber sur une saison incroyable puis traîner l'équipe. Il ne faut jamais l'écarter, mais je pense que ce ne sera pas quelque chose de répétitif, là, comme les Quinn Hughes, les Carl McCarr puis les défenseurs offensifs. Puis après son début de saison, là, il y a eu les blessures à Zoub, il y a eu les blessures à... ça l'a chambardé un peu. Il s'est ramassé à jouer avec Hamonic pendant un bout de temps. Lui-même, c'était plus difficile. Fait que là, on se disait, mais tu sais, à un moment donné, des fois, c'est la deuxième saison, la fameuse deuxième saison des joueurs de hockey où ça peut se compliquer un peu. Puis finalement, écoute, depuis quelques matchs, c'est vraiment en train de redevenir... écoute, c'est le troisième plus rapide à atteindre les 100 points. Là. Les deux autres, c'est Chabot et Carlson. Mais Chabot a été plus rapide. Chabot l'a fait en 166 matchs, puis Carlson en 168. C'est depuis sa game qu'il a pris un break, qu'il a été comme blessé. Ouais. Il a comme été miré de l'alignement. Depuis ce temps-là... Feu de flamme. Feu de flamme. Oui. Puis, ce qui est surprenant, 6 minutes de pénalité depuis le début de l'année. Tu sais, parce que quand tu le vois back-checker, il est capable de rattraper les joueurs. Et on a eu des bons exemples hier où il revient puis il est capable de mettre son bâton sans créer un 2 minutes. Puis pour un défenseur défensif, Nick Jensen est un autre exemple. C'est rare qu'il se rend à 10 minutes de punition dans une saison. Là, fait que, non, c'est vraiment encourageant. 3e étoile de la semaine dans la Ligue nationale. Donc, non, c'était de toute beauté de voir Sanderson. Puis il faut qu'il devienne, il faut qu'il soit. Parce que là, on se demandait c'est l'avantage numérique, Chabot, Sanderson, on essaie-tu Zoub? Parce que l'avantage numérique ne produit pas. Puis là, il est en train de reprendre le contrôle. Oui, c'était un excellent choix au repêchage. Il y a peut-être certaines personnes qui étaient comme oh non, pas un autre défenseur gaucher. À l'époque, il y avait un certain Jamie Drysdale que je dois même l'avouer, moi-même, je me disais peut-être un fit parfait sur papier. Au sénateur, un défenseur droitier offensif qui pouvait justement amener notre dynamique. Finalement, aujourd'hui, écoute, la question ne se pose même plus, c'est même pas proche. À quel point Jake Sanderson est dominant, puis c'est probablement le meilleur défenseur, c'est QVL ou pas loin. Là, c'est quand même tout un choix des sénateurs. Donc, tu sais, des fois, quand on dit de quelques années, là, tout peut changer, ça change rapidement dans le monde du hockey, autant pour le bien que pour le pire. Là. En parlant de défenseurs, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, que j'adore ces histoires-là dans une saison, mais Nicolas Matimpalo... Zoub 2.0. On peut-tu en parler? Qui jouait en Europe, roulait sa bosse. Je ne sais même pas s'il jouait dans le top 4 à Belleville. Philippe m'a rappelé qu'on est allé le chercher en même temps que Iris Mekal. C'est 2 signatures qu'on a faites un peu dans le même temps. Ouais. Bien vu. Mais, tu sais, pas flamboyant, fait sa petite job, va chercher son petit 12 minutes par match, mais efficace, se complique jamais la vie, puis je trouvais qu'il complète parfaitement Cleven. On le voit pas maintenant. Malheureusement, Travis Green préfère Hamonic encore dans le line-up, mais tu sais, je peux pas considérer au même titre que Merelainen, mais je pense que Matimpalo a pas sauvé la brigade défensive, mais a donné un fort coup de main dans le temps qu'on avait besoin. Stabilisé. Je pense que le mot, c'est stabilisé. C'est exactement ça. C'est un joueur qui arrive, mais je pense qu'aussi, à raison de son âge, c'est un joueur, je pense qu'il a 26 ans, c'est un joueur qui arrive un peu plus vieux, qui comprend son rôle, qui sait, il y a certains jeunes, des fois, qui arrivent un peu plus fringants, qui pensent qu'ils sont des défenseurs peut-être un peu d'un autre style différent, qui pensent qu'ils sont peut-être un peu plus offensifs qu'ils sont réellement, ou de ce qu'il doit faire. Lui a compris sa chaise, compris son rôle, sait exactement ce qu'il doit faire, ne se casse pas la tête. Écoute, c'est le genre de joueur que des fois, on dirait que tu vas regarder le match de hockey, puis tu l'auras même pas vu du match. Mais des fois, pour ces défenseurs-là, c'est une excellente nouvelle si tu les as pas vus dans le match, parce que c'est des joueurs qui gardent les choses simples, tu compliques pas la vie. Excellente première passe, ils limitent les revirements, bon dans la zone défensive, il n'échappe pas trop de couverture, donc vraiment, là, c'est une belle découverte quand même, qui apporte une certaine profondeur que les sénateurs avaient grandement besoin. On avait besoin de surprises comme ça. Ouais, puis tu sais, je pense qu'en ce moment, le bouc émissaire, c'est beaucoup de Travis Hamonic.
Mais Travis Hamonic, au-delà de son salaire, au-delà de ce qu'il apporte sur la patinoire, c'est dans le vestiaire. Puis tu sais, je suis souvent dans le vestiaire, puis il amène. Tu sais, on en parle souvent, mais c'est un leader, puis c'est quelqu'un qui amène de l'expérience. Ce qu'il n'y a pas tant que ça quand on regarde les Sénateurs, puis à la ligne bleue non plus. Il y a Jensen. Oui, Chabot apporte certaines choses, mais Chabot il a juste connu les Sénateurs. Exactement, pas connu les séries éliminatoires non plus. Donc vraiment, qui apporte une certaine expérience. Est-ce que je le vois à long terme être dans l'alignement tous les soirs? Je pense pas, puis on le voit présentement que... c'est comme ça qu'il est bon. Exact. Il est bon à utiliser avec parcimonie, là, puis c'était son rôle aussi qu'on voyait de Hamonic, 6e, 7e défenseur, dans l'alignement, hors de l'alignement. Autour de l'équipe, voyage avec l'équipe, qui peut utiliser ce rôle-là de grand frère, pas grand-père, de grand frère puis de leader, mais à Ottawa, ça prend un défenseur sur qui on se défoule. Ça en prend un tout le temps. Ça a été Cody Ceci, ça a été Jared Cowan, écoute, ça en prend un. Puis ce que j'aime pas, c'est que quand Monique n'est pas là, ça devient Chabot. Fait que j'aime ça quand Monique est là parce que le monde chiale moins sur Chabot. Donc, un paratonnerre, comme on dit des fois. Là, souvent, c'est lui qui est un peu le paratonnerre. Mais quand on parle que les sénateurs, on parle de transactions, là, on dit justement, si on a un blessé, ben là, ça force à Monique d'être dans l'alignement tous les soirs, ce qui, je pense, qui n'est pas nécessairement sa chaise. Donc, quand on parle d'aller chercher un autre défenseur top 6, je dis pas de chercher un défenseur de première paire, peut-être même pas un deuxième paire, parce qu'en ce moment, le top 4 est extrêmement solide. Mais un excellent défenseur, peut-être numéro 5, 6, c'est peut-être même 5, qui pourrait permettre d'avoir une certaine profondeur. Puis que justement, si tu as des blessés, ben t'es pas forcé à utiliser des joueurs qui sont pas dans la bonne chaise. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif de Steve Staios. S'il y a des cases à cocher, c'est ça. C'est d'aller chercher des joueurs qui permettent de remplir des rôles particuliers, puis que justement, qui te permettent d'avoir une certaine profondeur, qui fait que quand tu as certains morceaux qui tombent, ben c'est pas tout le château qui s'effondre au complet. C'est simplement à remplacer certaines pièces en attendant pour la perte. Donc je pense que ça va être ça, ça va être vraiment ça l'objectif, mais je pense qu'à la défensive, là, d'aller chercher un défenseur, au moins un, qui permet de rentrer un peu dans ce mix-là de joueurs, que tu tombes à peu près là avec 8 défenseurs qui est la Ligue nationale, je pense que là, tu respectes pas mal mieux si t'es les Sénateurs puis si t'es Travis Green. Si jamais tu fais les séries, t'as besoin de ça. Même si t'es fait ou t'es fait pas, je pense qu'au moins tu mets toutes les chances de ton côté. Je pense qu'on est rendu à un point où est-ce que tu te dis faut mettre le maximum de chances de notre côté si on veut participer aux séries éliminatoires. Si je m'appelle Steve Staios, c'est exactement ce que je me dis. Puis écoute, je dis pas de vider la banque de choix puis de dépenser comme des bonbons à l'Halloween, là, c'est pas ça, là, mais vraiment, je pense que c'est d'y aller intelligemment, d'aller faire les bonnes transactions. Puis écoute, jusqu'à maintenant, il n'a pas échappé grand-chose depuis son arrivée. Il n'a pas bougé énormément, mais effectué plusieurs bonnes décisions. Plusieurs qui critiquaient l'arrivée de Jensen. Puis je peux te confirmer qu'il y en a pas mal qui mangent leur bas en ce moment parce que Nick Jensen est probablement le défenseur le plus constant des Sénateurs d'Ottawa depuis le début de la saison. Puis il rend les autres joueurs meilleurs alentour de lui. Puis Thomas Chabot, s'il a la saison qu'il a présentement, c'est grâce à c'est grâce à Nick Jensen. Donc vraiment, là, c'est ça. Je pense qu'on doit faire confiance à Steve Staios présentement. Se fait tranquille, assez calme, un peu sous le radar, mais écoute, il travaille assurément, un peu comme un canard. À la surface, on voit pas grand-chose, mais en dessous, les pattes vont aller. puis tu un peu comme Ridley Gregg, out of the blue, nous est arrivé. En passant, Ridley Gregg est signé pour 5 ans. OK. Comme ça. Personne n'a entendu parler. On ne savait pas pantoute que c'était un sujet. Excellent contrat avec le plafond salarial qui va monter. Là. Ben, c'est ça. Il y a bien des contrats qui ont été donnés que les gens, c'était comme Sanderson, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Je peux vous dire que quand le cap va être à 113 millions, son 8 millions, son 8,25, il va faire pas mal moins mal, comme on dit. 100%. David Perron est arrivé en ville. David Perron, son premier but, ses premiers points. J'ai aimé ce qu'il a dit, tu sais, quand ils ont dit, puis tu reviens dans l'équipe, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas, qu'est-ce que tu peux apporter, puis il dit, moi, c'est pas compliqué, là, mon jeu, c'est très simple. Jouer le long des bandes, puis si j'ai une occasion, je la mets au but. Puis ses buts, à date, ça a été ça. Là. Ça a été... écoute, je pense que c'est contre Washington qui a marqué que ça a dévié sur 3 gars. Je pense qu'il y a eu une partie gratuite après ça. Ça avait l'air d'une machine à boules qui a essayé encore hier que ça a dévié sur 2 bâtons. Puis, tu sais, il y a un temps pour... Tu sais, des fois, on dit lancez donc, ou lancez pas assez. Puis là, des fois, les gens vont prendre des lancers quand il y a 3 gars en avant qui disent ça se rendra jamais. Il y a un temps pour dire, il y a un temps pour dire j'essaye. Tu sais, puis il a l'air d'avoir un peu cette attitude-là, puis de savoir c'est quand le temps d'utiliser ça.
On le voit sur la glace qui recommence tranquillement à retrouver sa game shape. On s'attendait pas à ce qu'il... C'est normal. Là. Il défonce tout. Là. Il avait joué 6 matchs, je pense, avant de s'être blessé. Donc, non, avec... Je pense que c'est 9 au total avant. Je pense même avant son retour au jeu. Je pense qu'il avait joué 9 matchs. Aucun point. Il n'y avait rien sur 9, la colonne. Mentalement, il n'était pas là avec l'histoire de son enfant et tout ça. Fait que maintenant, avec Cousins de blessé, ça fait... parce qu'on se disait, écoute, quand il va arriver, ça va être comme signer un joueur autonome en plein milieu de l'année. Là. Mais là, Cousins parti, c'est ça. Ça a bien fait, mettons. Mais qu'il soit dans l'entourage de l'équipe aussi. Même dans sa blessure, c'est quand même dans l'entourage de l'équipe. Ah oui. C'est un gars qui apporte un leadership assez incroyable. On l'a vu quand il est arrivé à Détroit. Depuis que... Là, ils sont un peu plus sur une bonne séquence, mais quand il est arrivé à Détroit, ça a permis justement d'apporter certaines autres de leadership. Puis à chaque fois qu'on parle de leader chez les Sénateurs, c'est tout le temps... David Perron est mentionné en quelque part. Les joueurs, les entraîneurs, son nom revient tout le temps. Même si sur la glace, il n'a peut-être pas connu, comme j'ai dit, les départs qu'il voulait. C'est complètement... La vie a fait en sorte que des malchances se sont accumulées pour lui cette année, mais ça reste un excellent leader, un très bon, un méchant bon gars, comme on dit, là, quand tu y gères, super honnête, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Puis justement, on l'a vu hier quand tu dis d'amener la rondelle au filet. L'amener la rondelle au filet, Amadio a sauté sur le retour, 1-0 en avantage numérique, gang. Écoute, c'est pas plus compliqué que ça. Il se casse pas la tête, puis c'est un excellent complément sur un troisième trio, David Perron. Là. Écoute, disons que ça fait vraiment pas mal. Puis justement, avec ce qu'il apporte autant sur la glace qu'à l'extérieur, écoute, c'est une excellente signature que moi j'adorerais cet été, puis que certains ont commencé à douter quand il était blessé, mais là, je pense que les gens commencent à redécouvrir David Perron, puis en disant finalement, c'est un 4 millions bien investi. Amadio, JP Fortin, ton boy, y a-tu un but dans ses 2 derniers matchs ou 2 buts dans ses 3 derniers? 3 matchs, 3-4 matchs qu'il y a un but. Ouais. Hein? On rit plus? Il y a un petit peu d'offensive dans ce gars-là. Il y en a un petit peu. Il y en a encore un peu. Ouais. C'est tant mieux. Tant mieux. C'est une fête. Moi, à chaque fois qu'Amadio score, on écrit à Fortin. Fortin, ton boy! Ton joueur scoré. Je pense qu'il y en a plus que qu'est-ce qu'il a démontré présentement. Ouais. Même chose pour Ridley Gregg. Je pense qu'il y a encore certains joueurs qui sont capables d'en donner un peu plus offensivement. Mais tu te dis, si présentement ça fonctionne, puis on manque un peu d'offensive, justement, de nos joueurs de soutien, quand ça va arriver... Ouais. On se dit, il va y avoir quelque chose qui va se passer si déjà ça va bien. Une fois que ça va débloquer certains gars, si un Amadio commence à produire plus régulièrement, qu'un Greg commence à produire un peu plus régulièrement, écoute, déjà que c'est pas le fun de jouer contre les Sénateurs nécessairement, je pense que ça va le devenir encore moins. Puis c'est là que ça passe. C'est la profondeur. C'est les points, les joueurs de 3e, 4e trio qui sont capables de produire. C'est là que ça joue, c'est là la différence. Si c'est une équipe qui a juste 2 trios, 4 bons défenseurs, écoute, t'as bien beau avoir les meilleurs joueurs, tu réussiras pas à faire un long bout de chemin. Ça te prend d'autres joueurs qui réussissent à aller marquer des buts, puis aller chercher des gros buts au gros moment. C'est ça, parce que ce qui est important d'ici la fin de l'année, on parlait comparativement à la Hamburglar Run, il fallait courir après les autres équipes. En ce moment, les Sénateurs ont juste besoin de ne pas avoir de séquence de défaites. Tu peux perdre un match, tu peux peut-être en perdre 2, mais tu peux plus. Là. Ça s'arrête là. Donc, tous les matchs vont être importants. Tous les points que tu vas être capable d'aller chercher, que ce sera 1 point, mais tu n'as pas besoin de tout changer pour dire « Hey, il faut tout revirer de bord parce qu'il faut gagner 10 des 12 prochains si on veut espérer. » Non, faut rester, faut être un peu comme le canard. Il faut rester calme en surface, travailler en dessous. Puis, écoute, on va se reparler là, fin février. Puis, les Sénateurs ont le 2e calendrier le plus facile d'ici la fin de la saison. Facile, c'est toujours... facile. C'est ça, facile, c'est toujours... relatif. C'est le toujours plus dur de la relatif saison est passé. Les 12 matchs en 16 jours ou en 19 jours, les séquences à l'extérieur de 9 matchs, les 2 matchs en 2 soirs pendant 3 fins de semaine de suite, tout ça, c'est fait. Beaucoup de matchs à la maison d'ici la fin du calendrier, beaucoup de matchs contre, avant, on disait des équipes plus basses, mais là, ces équipes-là sont dans la course. Fait que ça ne le rend pas nécessairement facile, mais tous les matchs contre les Vegas, contre les gros clubs de l'Ouest, je pense qu'ils retournent dans l'Ouest une fois, là, jouer contre une équipe de l'Ouest d'ici la fin de la saison. Donc, après une bonne pause, puis un calendrier qui devrait être avantageux, ça va être, écoute, on peut rien demander de mieux pour, des podcasts, des blogs, des réseaux sociaux, des journalistes. On avait faim, on avait soif de ça depuis longtemps. Les amis, on est dedans.
On parle de la course aux séries. On a une petite tape dans le dos des Rangers ce soir, ce 5 février. Là, les Rangers qui ont battu les Bruins 3-2. Ouais, mais les Rangers, écoute, ils sont pas morts. Loin. Non. Ils sont pas morts. Ils sont vraiment pas morts, mais ça va être une solide course. Mais quand on regarde, tu dis justement plus de matchs à domicile, ça, c'est gros. Oui. Parce que les Sénateurs à domicile cette saison, 16-7-2. Puis l'avantage numérique. C'est une des excellentes forces. Là, produit à domicile beaucoup plus. Tu sais, tout marche mieux à la maison. Puis tu sais, t'es allé aussi, t'es allé voir plusieurs matchs. Là. Oui. L'ambiance, il y a mon photographe qui est venu, Patrick Woodbury, qu'on salue, puis qui justement, lui, se faisait quand même un petit bout qui n'était pas venu nécessairement au Centre Canadian Tire. Il était venu un peu plus en début de saison. OK. Puis là, il s'est retrouvé contre le Wild du Minnesota, puis il était comme, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance, écoute, il dit, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas vu de l'ambiance comme ça. Puis sincèrement, moi aussi, là, tu sais, souvent, la risée un peu dans la ligue, c'est souvent avec mon équipe, puis oui, je dis à mes joueurs de parlez-vous sur la glace. Je dis, je suis à la galerie de presse, puis j'entends les joueurs sur la glace, puis je peux dire quasiment qu'est-ce qu'ils se disent. Puis là, tout le monde me répond, c'est parce qu'il n'y a pas d'ambiance, personne parle, puis personne cheer à Ottawa. Je dis, c'est plus vrai. C'était vrai. On a vécu des années plus difficiles à Ottawa, mais là, ça ne l'est plus. L'ambiance est là, les partisans sont derrière leur équipe. Puis sincèrement, ça paraît dans l'énergie des joueurs parce qu'on les voit à domicile, ils sont créés une certaine forteresse à la maison, puis d'aller chercher un peu ça. Puis si l'équipe, encore une fois, si ça peut avoir allumé la petite histoire à Québec aussi, une autre flamme qui permet aux partisans de vouloir davantage venir. Puis ça peut être que bénéfique. Puis Michael Andlauer nous a aussi mentionné comme quoi les Sénateurs ont les prix des billets les moins chers dans toute la Ligue nationale de hockey. C'est clair. Puis ça sera plus comme ça quand il va y avoir un aréna au centre-ville, là, garanti. Fait que profitez-en. Si, c'est au centre-ville. C'est ça, on ne veut pas avancer la charrue devant les deux quand même, mais pour l'instant. C'est le dollar divertissement, là, pas mal le meilleur rapport qualité-prix quand tu dis que tu as un billet dans le 300, mettons 10e rangée à 50$. Voyons donc. Puis ils ont sorti les prix des billets de saison pour l'an prochain. Tu les as probablement vus là, parce que tu as reçu le courriel. Mais écoute, quand on regarde, là, c'est quand même relativement abordable. Quand tu penses que c'est une équipe de la Ligue nationale, écoute, c'est pas compliqué. Un billet pour les 4 nations est pratiquement le prix d'un billet de saison au Sénateur d'Ottawa. Sincèrement, il y a certains. Tu peux avoir des billets de saison avec un siège pour à peu près 1500$, à peu près dans les 300 à certains endroits. Puis au Centre Canadian Tire, tu n'as pas une mauvaise place. Tu vois bien de partout, sincèrement. Là. Donc, tu as un billet pour 1500$ que tu as 41 matchs, plus les matchs préparatoires. Écoute, c'est un excellent spectacle. Tout le monde va me dire, faut que tu te rendes là-bas, le stationnement. C'est un certain désagrément, mais ça reste que pour voir une équipe de la Ligue nationale de hockey, voir toutes les plus grandes vedettes, voir un peu tout le monde, tu encourages l'équipe. Écoute, c'est pas si cher que ça, sincèrement. Là. J'aimerais tant être si proche de cette équipe. Puis si on se prend tard, là, parce que tu sais, moi j'ai le package de pré-vente un peu. Là. Ouais, tu payes 650, puis après ça, tu utilises cet argent-là comme tu veux pour des billets, puis tu as les mêmes avantages que les détenteurs de billets de saison. Puis, tu sais, si on se prend une journée ou deux d'avance, tu sais, des fois avec Phil, on se dit on va-tu voir? Ah oui, OK, check ça. Là, tu regardes, t'es comme, c'est soit qu'il faut aller dans le 100 puis payer 150$, ce qui est quand même, tu sais, c'est pas la fin du monde, ou t'es dans le. Faut que tu fouilles, là, pour. Des fois, on n'en trouve pas. On dit, là, tant qu'à y aller complètement en haut, ça me tente pas. Tant qu'à y aller complètement. C'était pas de même avant. Là. Avant, là, j'étais capable de me trouver le jour même, 2 heures avant, j'étais capable de me trouver une bonne paire de billets. Là, je dis pas que c'était vide. Déjà en route vers le Centre Canadian Tire dans le trafic, puis t'achètes tes billets. J'ai déjà fait. Juste avant. J'ai acheté les billets, puis je suis parti. Mais là, je me disais, coudon, je suis mieux de partir, m'en aller dans le stationnement, checker StubHub, tu sais, que le monde descend de le prix, puis empoigner. Tu peux faire ça. Là, maintenant, prenez-vous d'avance, sincèrement. Là, attendez pas, surtout si c'est un match contre Toronto-Montréal, on oublie ça. Là. Puis en passant, justement, tu peux vendre si tu as des billets de saison, tu vends tes billets contre les Canadiens puis contre les Maple Leafs, tu vends des fans des Sénateurs. Ça c'est la chose. Là. Mais tu repayes la moitié de ton billet de saison quasiment, tu sais, quand tu accumules tout ça. Donc, profitez-en. Puis quand les billets vont sortir pour les séries, s'ils font les séries, si vous avez l'intention d'aller voir un match, quand ça sort, sautez là-dessus parce que... Sortez chez qui aussi. Je pense qu'il faut que tu achètes toute la ronde, hein?
Des fois, il faut que probablement que ça va être ça. Puis même les billets en revente, ils vont être. Ils ne seront pas donnés. Là. Non. Ça va être. Tu sais, on fait les fameux prix dynamiques, là, comme on parle, là, que justement, selon les adversaires, selon si, ça va avoir un gros effet. Puis surtout que ça fait 8 ans là, qu'il n'y avait pas eu un match de séries éliminatoires à Ottawa. Donc c'est certain qu'il y aurait un certain engouement. Mais mon point, c'était plus de dire comme quoi c'est quand même relativement raisonnable de voir les sénateurs d'Ottawa, sincèrement. Là, je dois quand même leur lever mon chapeau au niveau de ce côté-là. Ils ne pouvaient pas se le permettre avant de peut-être d'augmenter les prix plus que ça, parce que même à ces prix-là, les gens nécessairement ne répondaient pas à l'appel, mais là, présentement, on sent un certain buzz, un certain engouement. Puis c'est le fun à vivre aussi, parce que je me fais parler des sénateurs d'Ottawa. C'est le fun quand tu te promènes un peu, puis les gens t'en parlent. Ben c'est cool. Il y a un certain engouement. Puis je sens même que Gatineau est un peu plus impliqué aussi là, qu'il l'a déjà été. Est-ce que c'est idéal? Loin de là. Mais on a des années à bâtir. On parle, puis tu sais, si on est une petite dernière par rapport à Andlauer, il me l'a mentionné, j'ai posé la question en disant ce qui va arriver avec Gatineau, tu sais, ça va à Québec, mais qu'est-ce qui arrive avec Gatineau? Il dit on est encore en pourparlers pour essayer de construire un Sensplex à Gatineau. Ça, c'est vraiment... Puis, tu sais, il l'a répété encore une fois. Ça n'a pas juste été une parole en l'air dans un podcast où est-ce qu'il l'a confirmé encore une fois. La mairesse me l'avait même confirmé aussi, ou nous l'avait confirmé au Journal Le Droit, comme quoi, justement, il travaillait sur quelque chose. Puis, il nous l'a dit encore. Les discussions sont encore en cours pour tenter d'avoir un Sensplex. Puis, tu sais, il veut en faire davantage. Il dit, je veux que les joueurs... Le point le plus important qu'il voulait, au-delà du Sensplex, d'avoir un logo en quelque part, il dit, je veux avoir que les joueurs sur le terrain. Il dit, je veux que les joueurs sortent dans la communauté, qui s'impliquent un peu plus. Parce que c'est ça, souvent, qu'on voyait pas. Tu sais, c'est bien beau dans une patinoire des sénateurs Youpidou, mais écoute, ça arrive une fois aux combien d'années. Tu sais, faut que tu fouilles à Gatineau, sincèrement, pour trouver un logo des sénateurs à quelque part visible. Là. Je pense qu'il y a une coupe de patinoires dans des quartiers plus défavorisés que le monde ne va pas vraiment. C'est à des programmes. Là. Je les ai jamais vus. À Gatineau, il y en a 3, si je ne me trompe pas. Il y en a une à Masson-Angers. OK. Il y en a une... proche de Maisonneuve, premier, je pense aussi, là, dans le quartier en arrière là. À Hull. Je ne sais pas si c'est une patinoire des sénateurs. Je sais qu'il y en a une aussi, le fameux Cric Amoro, quelque chose comme ça, pas loin du Walmart à Gatineau, de l'autre côté de l'autoroute 50, pas loin du range de golf un peu. Là, les endroits, il y a des terrains de baseball en arrière de l'ancien un peu pas loin de Guirébert, en tout cas. Bref, dans ce coin-là, je sais qu'il y en a une aussi. Puis comme j'ai dit, il y en a une pas loin de l'aéroport Cheval-Blanc, là, dans le Cheval-Blanc, à côté du centre communautaire. C'est une patinoire. Il y en a quelques-unes, mais comme j'ai dit, c'est bien beau de faire ça puis d'avoir une patinoire. Ils ne sont pas réfrigérés non plus, c'est simplement une patinoire des sénateurs avec des vraies bandes. Mais on voit pas nécessairement 1 million de logos des sénateurs ou d'avoir quelque chose des sénateurs à Gatineau. C'est ça aussi peut-être qui manque un peu plus, d'aller créer le sentiment d'appartenance. Parce que je pense que les gens ici sont ouverts, puis il va y avoir une certaine ouverture, surtout si l'équipe performe de bonne façon, si le timing est idéal. Aller convaincre des gens de prendre pour ton équipe quand tu finis dans le boulier à chaque année puis tu ramasses des choix de top 5, c'est difficile. Mais là, quand tu as une équipe qui est sur le bord des séries, qui peut-être peut participer aux séries éliminatoires, le timing est incroyable là, présentement. Là, surtout pour la prochaine été, là, si les sénateurs finissent par participer ou à tout de moins passent à 1 point près ou quelque chose comme ça ou se rapprochent tellement, ben, écoute, c'est un marketing incroyable pour pouvoir aller chercher quelque chose à Gatineau parce que, encore une fois, il a mentionné aussi beaucoup le terme, il y a beaucoup de potentiel inexploité. Là. Il y a beaucoup de sentiers qui n'ont pas été tapés encore un peu partout, que ce soit à Gatineau, Ottawa ou dans plusieurs autres avenues. Là. Mais il dit que c'est un peu le constat qu'il a fait présentement. Donc, c'est vraiment... je pense qu'il y a vraiment... Il y a une bonne vision, M. Andlauer, puis je pense qu'il n'hésitera pas à faire certains gestes. Mais en tout cas, en tant que francophone de Gatineau, je le souhaite pour la région, puis je le souhaite pour les partisans des sénateurs ou partisans de hockey dans la région. Il y a une équipe de l'autre côté, pas trop loin, qui peuvent aller voir pour pas trop cher. Puis je pense que ce serait le fun qu'on puisse leur jaser un peu plus quand même, puis de maintenir ceux qu'on a déjà. Comme j'ai dit, j'ai écouté Sylvain Saint-Laurent qui l'avait dit, on doit commencer par s'intéresser à nos partisans qu'on a présentement avant de s'attaquer aux nouveaux. Mais je pense qu'il y a une façon de faire aussi les deux en même temps. Puis je pense que Sylvain, écoute, travaille là-dessus sans relâche, j'en suis certain. Zachary, plein mois de février, il fait froid, il neige pas trop, mais le gazon vert semble loin. Grand joueur de golf, comment tu trouves ça ces temps-ci? Comment tu te gardes
actif autour du golf? Tu vas-tu faire du golf virtuel, des affaires comme ça? L'hiver passé, j'en ai fait pas mal plus. Écoute, on allait là avec Yannick Saint-Denis, là, un de tes collègues au local sportif. C'est un de mes bons amis. Là. On étudie ensemble au niveau collégial, à l'université aussi. Donc, on joue souvent au golf l'été. On dirait qu'à chaque fois qu'on jouait un petit peu... gameler un petit peu sur certains parties, là, ça peut être d'argent. À date, j'ai eu pas mal plus de résultats favorables. Là. Je dois avouer qu'il me donnait des trous. T'sais, il était meilleur que moi, mais là, je pense qu'il me l'a dit. Là, je te donne plus aucun trou. Là, t'es rendu ben trop bon, t'as ben trop joué. Fait que là, oublie ça, là, on y va fair game, puis on y va. Mais ça dépend des terrains. Là. Lui, c'est un gros cogneur. Écoute, je l'ai vu faire une drive de, 343 verges, 322 verges aussi. Écoute, j'étais là. C'est pas une légende urbaine. Ouais. Non, écoute, tout un cogneur. Là. Écoute, moi, si je me rends 200, je suis content. Il part avec une longueur d'avance quand il drive 150 verges plus loin que moi. Cette année, j'ai pas eu la chance d'aller jouer encore au golf intérieur. Je me tiens pas mal occupé avec mon équipe Pee-Wee que je coach cette année comme assistant-entraîneur. C'est quelqu'un que tu connais, ça? C'est quelqu'un de... Oui, c'est ça, exactement. C'est un... des anciens parents de la garderie à ma mère, qui est resté en diagonale de chez nous, gardant en contact. Puis quand il a su que j'étais de retour dans la région, il m'a lâché un petit texto en me disant « Hey, tu t'es embarqué sur la glace d'un camp de mise en forme. » Puis il a juste tenté le terrain. Seigneur, mais je le voyais, je savais que je m'étais fait accrocher. Je m'étais fait accrocher l'hameçon, là, puis oublie ça, un petit poisson. Écoute, j'ai dit oui, assurément. Mais j'adore ça, sincèrement. C'est le fun. Être avec les jeunes. Redonner ma passion. Puis tu sais, je pense que vous le voyez à quel point le sport. Puis tu sais, même Phil, je pense qu'il ton gars, il peut le constater à quel point le hockey, c'est ma vie, puis ça a toujours fait partie de ma vie, puis c'est ce que j'aime, tu sais, si j'en mange du hockey à tous les jours, il n'y a pas une journée que je passe pas au hockey, puis il n'y a pas une journée que je regarde pas du hockey, que je fais pas du hockey, qu'il n'y a pas quelque chose en lien avec le hockey, fait que pour moi, ça a été ça un peu, mais là, le golf prend de plus en plus de place, là. Tombé en amour à Victoriaville, dans mon passage. On dirait que ça va ensemble. Ouais, ben tu sais, tu débarques dans une ville, à Victoriaville, j'avais 20 ans, écoute, j'avais débarqué là en pleine pandémie, quel sport tu veux faire tout seul? J'aime bien le tennis, mais le tennis tout seul, c'est plate en tabarouette. Contre le mur à l'école, on a fait ça en masse. Exactement. Fait que, c'était pas la même affaire. J'allais au golf, puis on salue Alain Dano, le père de Philippe Dano, qui était le directeur général des 2 clubs de golf à Victoriaville et Princeville, que j'ai eu la chance de côtoyer là-bas, puis j'allais tout le temps au terrain de golf. Fait que j'ai créé un homme fort sympathique, sincèrement, Alain Dano. Donc, c'est un peu parti de là, à Victoriaville, un très beau terrain, pour vrai, un des plus beaux au Québec public. Là. Vraiment, j'ai commencé là. Écoute, j'avais de la misère à jouer 110 au début. Écoute, souvent, c'est un des 2-9 qui marchait pas. Là. Je pouvais jouer 49 sur le premier ou puis genre 60 sur le deuxième. C'était comme un peu partout. Ouais. Mais là, depuis que je suis retourné dans la région, là, l'été passé, j'ai joué une 60aine de matchs. J'ai même eu la chance, dans un petit périple là, à l'île du Prince-Édouard, d'aller jouer un des 30 plus beaux terrains. Apparemment que c'est incroyable. Le Crawbush, là, qui est Crawbush Cove, qui est un des plus beaux terrains. Pas confondre avec Warbush. Directement sur le bord de l'océan. Écoute, c'était incroyable en début juin. Et il y avait 50 km/h de rafale. Fait que, disons que pour certains trous, j'étais le fun parce que, écoute, j'ai jamais défoncé des greens en 2 coups. Mais là-dessus, j'en défonçais. Mais quand il l'a d'en face, puis moi, je suis pas un gros cogneur, fait que c'était difficile. Quand t'as 150 verges pour traverser de l'eau avec 50 km/h d'en face, j'avais des balles dans mes poches au cas où, tu sais. Mais vraiment, c'est devenu mon sport, pratiquement ma passion. Puis j'adore ça. Écoute, là, je suis membre à Haute-Plaine que j'ai joué. J'ai rentré même en fin de saison. Je pense que j'ai joué 18 rondes en même pas 2 mois. Là, j'étais là 3-4 fois par semaine. Puis écoute, j'adore ça. J'ai joué mes meilleures rondes à vie. Je me suis présenté au 18e. J'avais besoin d'un birthday pour jouer 79 pour la première fois de ma vie. Fait que qu'en bas de 80. Donc finalement, fini avec un bogey parce que je l'ai trop cherché. Je cherchais le hero shot. Là, mais finalement, écoute, ça a été... C'est devenu ma nouvelle passion. Puis je pense que Phil, j'ai transmis un peu certains endroits, mais c'est dur au début. C'est dur au début parce que t'es pas bon. Fait que c'est qui veut continuer un sport que t'es pas bon, sauf un peu les malades mentaux un peu qui sont un peu sadomasochistes. C'est pour ça que moi, ça a été ça. Je focus sur les dards. Là. Je me suis équipé d'un jeu de dards dans le temps des fêtes. J'ai suivi les dards. J'adore ça aussi. C'est le fun. Au championnat mondiaux. Puis là, je connais les gars, je connais leurs entrées, je connais le fameux gars qui arrive avec son entrée, puis la foule. Stephen Bunting, puis toute cette gang-là. C'est incroyable. C'est un peu plus facile. Tu peux jouer dans ton sous-sol. Fait que c'est
j'espère. Mais là, moi, dans tout ce que tu as dit, j'ai retenu une chose. Tu sais, on est toujours à 6 personnes à peu près de tout le monde dans le monde. Là on est à 3 personnes de Philippe Dano. Donc, si jamais on a besoin d'y parler dans l'oreille puis dire « Hey, Gabriel Pizza, ils font de la bonne pizza à Ottawa. Puis si vous scorez 4 buts, tu vas avoir une pizza, une pointe à 4 piastres. » Mais en passant, je pense que la marmotte a vu ou n'a pas vu son nom. Mais en tout cas, il nous annonce encore un autre 6 semaines. Fait que ça va peut-être attendre. Sois patient. Mes bâtons sont chaînés. Fait que là, ils attendent juste de pouvoir sortir. Tu vas pouvoir. De toute façon, t'es bien trop occupé pour jouer au golf. T'as pas le temps. Les sénateurs vont te garder occupé. Ben, j'espère qu'il y a différentes équipes qui vont me faire veiller tard. J'espère que les sénateurs vont me faire veiller tard. J'espère que les Olympiques vont finalement me faire veiller tard. La charge, justement, avec Julien qui s'occupe un peu plus de ça. Mais si des équipes se rendent un peu plus loin, ben écoute, c'est sûr qu'on va pouvoir cet été, ça va être intéressant. Off-season incroyable du Rouge et Noir. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le sport dans la région. Oui, donc, vraiment, en espérant, même les Titans d'Ottawa l'an dernier ont eu un beau parcours. En éliminatoire, passant à une victoire de battre les Capitals de Québec qui ont finalement remporté un 3e championnat de suite. Mais il y a quelque chose qui se passe avec nos équipes. L'Atlético avait quand même eu une bonne saison. Ça n'a pas fini comme il voulait. Là, on va avoir la nouvelle équipe de soccer féminine. Bref, il y a de l'action dans la région. Puis si justement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une équipe qui va bien, il y a comme un certain engouement qui se passe. Le sport, c'est tellement rassembleur, ça vient sortir les émotions. Surtout c'est toujours le fun. C'est pour ça qu'avec, puis on va conclure là-dessus, mais avec tout ce qui se passe présentement au niveau politique, puis au niveau... On va regarder des matchs de hockey, on va voir du sport justement parce que tu sois à gauche, à droite, que tu sois libéral, que tu sois... Tu sais, on s'en fout. On est tous ensemble dans un aréna, on écoute du hockey, puis tout le monde célèbre ensemble, on oublie tout. Puis justement, ça nous sort on n'a pas de téléphone, on écoute la game, pas de réseaux sociaux, pas rien. C'est ce qui est beau dans le sport, puis c'est peut-être pas pour rien qu'on voit un engouement comme ça, justement, parce que les gens commencent à se dire « Hey, je suis tanné d'entendre parler de ci, je suis tanné d'entendre parler de ça. On s'en va-tu voir une game? Ah ouais, let's go. » Tu sais, tu passes un 3-4 heures, le fun. Fait que, puis à des prix raisonnables. Donc, tant mieux pour la région d'Ottawa-Gatineau, 100%. Zachary, merci beaucoup de t'être joint à nous encore une fois. Vraiment intéressant, merci beaucoup. Comme toujours. Toujours un plaisir de vous jaser. Écoute, je pense que ça paraît que j'aime ça jaser de sport, jaser de n'importe quoi. Écoute, j'aime ça jaser dans la vie de pas mal n'importe quoi, mais quand ça arrive au sport, c'est à un autre niveau. Puis écoute, toujours un plaisir, messieurs. Fantastique, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. Si vous avez aimé ça, parlez-en à quelqu'un. N'hésitez pas, envoyez-les sur notre site web, labrigadepodcast.ca. Si vous voulez nous parler, vous pouvez aller sur labrigadepodcast.ca dans la section Contact. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, Instagram, Facebook, Blue Sky, un peu partout. On est là. En terminant, écoute, c'est dur avec Zachary Mercier d'avoir un mot de la fin, mais on va essayer d'avoir un mot de la fin. Transaction. Ouais. Ouais, OK, transaction. Parce qu'il va en avoir une. Il va en avoir quelques-unes. Donc, et voilà, c'était La Brigade, le seul podcast francophone dédié aux sénateurs et au hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. On vous dit à la semaine prochaine.